Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, un épisode rendez-vous maintenant, puisqu'on est arrivé au premier quart de la saison, c'est donc l'heure du premier des 4 quarts de cette année, et pour faire donc un premier point sur nos 20-25, on est à peu près à 22-23 matchs, si je dis pas de bêtises, au moment où on enregistre de la saison aujourd'hui avec moi. Tout d'abord, celui qui passe donc un début de saison plutôt tranquille, mais qui passe aussi le plus clair de son temps à tempérer l'enthousiasme général pour à la fois ne pas être qualifié de homer et à la fois ne pas vivre une trop grande désillusion, on sait jamais, au bout de l'année. C'est notre supporter du Thunder, c'est Constant. Comment ça va, Constant? Ouais, ça va très bien. Alors, vous l'aurez remarqué, chers auditeurs et chères auditrices de Doc Hebdo, à peu près comme la moitié des joueurs NBA, j'étais questionable pour illness pour cet épisode. Donc, si jamais vous m'entendez tousser une ou deux fois, vous m'en excuserez. Mais voilà, contrairement à Ben Simmons, moi, je joue malgré mon état physique. Tu vois. Même en étant diminué, je suis capable de jouer. Je fais ça pour l'équipe. Je fais ça pour pour le collectif. Non, mais après, je tempère les attentes sur OKC. Ça devient de plus en plus difficile de pas s'enflammer. Je vais être très honnête avec vous. Il est possible qu'on reparle d'OKC dans cet épisode, wink wink. Et oui, il y a un petit affrontement d'ici un mois face au Boston Celtics, qui n'est pas en antenne nationale. Bien sûr, la Non, programmation de ESPN, toujours fantastique. Possible qu'on en reparle aussi dans cet épisode. c'est pas Mais faux. effectivement, bon, on va surveiller quelques match-ups de très près, notamment une face à Dallas d'ici 3 jours, qui est particulièrement hype. Ah, donc on est prêt pour le flu game de Constant et on est trois aujourd'hui. Notre troisième intervenant, c'est le grand moufti du ciel bleu, je vais t'appeler comme ça, du NBA Blue Sky FR du coup. Greg, comment ça va, Greg? Eh ben ça va, on fait aller. Hein. Je suis illness aussi, mais je joue également. Je suis un petit rhume de saison, mais on est tranquille, tout va bien ici. Ça va bien, Adrien, toi aussi? Oui, bah moi ça va, écoutez, Finalement, jusque-là, on bah, je pose touche jamais du la bois. question à l'animateur. Oui, c'est ça, donc ça me fait plaisir, je touche du bois, là j'ai mon bureau, je le touche et je le retouche. Pour l'instant, au niveau santé, en tout cas, tout va bien. Et Parfait. puis c'est vrai qu'on est de retour en plus après une petite semaine de pause, donc c'est parfait. Je rappelle, s'il y en a qui nous rejoignent, qui nous découvrent, que vous pouvez nous retrouver un peu partout, les plateformes de podcast bien sûr, YouTube, Twitter, peut-être sur Blue Sky en tout cas, venez suivre Greg et la liste de Greg, vous allez avoir plein de belles surprises. Mais du coup, quand même, on est ensemble pour le 4 quarts. Je vais rappeler ce qu'est le 4 quarts. C'est un résumé finalement d'un quart-temps de saison, si on veut. Chacun d'entre nous a choisi 4 sujets, donc un joueur positif, un joueur négatif, une équipe positive, une équipe négative, le tout illustré par une statistique pour lancer la discussion, évidemment, pour lancer un sujet parfois un petit peu plus vaste. Et nous voilà donc au premier quart de la saison. Et avant de commencer notre bilan, on marque la petite pause protocolaire et on est parti pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Alors messieurs, on va commencer par le positif. Je vous propose de commencer par le positif. On commence doucement, on se fait plaisir. On va pouvoir shout-out des joueurs qui nous ont fait plaisir. Je vais y aller dans l'ordre alphabétique, ce sera plus simple. Enfin, en tout cas, pas pour moi, parce que j'ai beaucoup parlé dans cette intro. Je vais te lancer toi, Constant. Vers où tu nous emmènes? Quel joueur t'a fait plaisir sur ces 22-23 premiers matchs? Le joueur ou l'équipe, Adrien? Le joueur, pour démarrer. On Le va commencer par joueur. le joueur. D'accord. Le joueur qui m'a fait plaisir. Eh ben, c'est un joueur déjà que j'appréciais beaucoup. L'an dernier, je l'avais déjà dit. C'est monsieur Norman Powell des Clippers. Parce que, au moment du trade, enfin, même pas du trade, du départ de Paul George du côté des Philadelphia 76ers, il y avait eu cette quote de Norman Powell ou du front office des Clippers qui disait, en gros, Paul George est parti, mais on va donner de la responsabilité à d'autres joueurs, on va augmenter leur usage. Typiquement, c'est ce qui est arrivé à Norman Powell. Norman Powell, la saison dernière, il était sixième homme de luxe dans cette équipe des Clippers. Il était déjà très très bon dans une équipe qui offensivement était extrêmement bien huilée. Et puis là, Norman Powell, il s'est retrouvé propulsé dans le rôle de starting five et Norman Powell, il a quand même 31 ans, donc c'est un joueur qui a de la bouteille en NBA. Il fait limite une saison de MIP, on va être très honnête. Enfin, la saison que fait Norman Powell, il y a un moment où il est à plus de 23 points de moyenne et surtout, c'est l'efficacité à 3 points. Enfin, il fait un career high en fréquence de tir à 3 points tentés. Il est à plus de 7 tentatives, quasiment à 8 par match. Il tourne à 50,7% à 3 points. C'est ma stat. Avec des pull-ups, avec des catch and shoot, enfin, avec une variété de 3 points qui est absolument ahurissante. Je me pose la question, en fait, je me dis, Norman Powell, là, il a été un peu blessé, là, mais ça fait 17 matchs. On est sur un stretch qui commence à être de plus en plus long. Jusqu'où il va s'arrêter, en fait, en termes d'efficacité. Surtout que, voilà, les Clippers, on en avait parlé un petit peu négativement, on n'y croyait pas forcément. Et finalement, les Clippers sont presque la meilleure équipe de Los Angeles, si j'étais un petit peu taquin sur ce début de saison. Et voilà, je trouve très intéressant dans une équipe des Clippers qui a cette trous d'air parfois offensivement,
qui s'en remet beaucoup à la création de James Harden, qui est pas toujours très efficace, mais qui est toujours excellent dans le playmaking, avec des role players qui sont capables de suppléer, on va dire, le départ de Paul George, que ce soit avec Amir Kofi, Derrick Jones Jr., Zubac qui a pris aussi en volume, et puis 2-3 ajouts par-ci par-là qui ont été intéressants au cours de l'intersaison, que ce soit Chris Dunn ou d'autres. Donc voilà, je trouve que ces Clippers sont intéressants, et vraiment, Norman Powell, je suis impressionné par le début de saison parce que il est dans un rôle de joueur extrêmement explosif, et surtout l'adresse à 3 points qui, moi, me fascine, tout en étant capable de driver le cercle. C'est-à-dire que il y a l'augmentation du volume à 3 points, il y a l'augmentation de tirs tentés près du cercle, il y a l'augmentation du nombre de lancers francs. Bon, là, on est sur un scoreur qui est de très très bonne facture. En fait, on n'est pas juste sur un 6e homme de luxe, on est sur un high-level starter, comme sont capables de le dire parfois les insiders américains. Donc voilà, je voulais parler potentiellement d'un autre joueur, pour ne pas le citer, Cam Thomas, voilà, du côté des Nets. Mais bon, il est blessé, donc je me suis dit, on va parler d'un autre de mes chouchous, et on va parler de monsieur Norman Powell qui, moi, continue de me surprendre, quand bien même j'étais très haut sur la valeur de Norman Powell. On ouvrira les quelques mentions avec plaisir à chaque fin de catégorie, mais d'abord donc sur Norman Powell, bon, on a eu le grand résumé, on l'a tous constaté. Greg, est-ce que tu as quelque chose aussi, toi, qui t'a sauté aux yeux avec le garant du scoring presque aux Clippers cette année? Le garant de la finition, c'est le sidekick parfait de James Harden, qui est le créateur suprême, l'architecte de l'attaque j'allais dire des Suns, n'importe quoi, décidément. Coup dur. Coup dur, des Clippers. Et je pense que Harden n'aurait pas pu rêver meilleur joueur à côté de lui qu'un type qui, à ce point, a de l'élasticité dans son jeu pour aller au cercle, pour prendre les 3 points, comme l'a dit Constant. Moi, il y a une stat que j'aime bien avec Norman Powell ce début de saison, c'est que, contrairement aux saisons précédentes où, en défense, il pouvait être un peu ciblé et donner quelques fautes, il est relativement propre cette saison. Je crois qu'il est au-dessus du 90e centile aux fautes non provoquées, pour le coup, non, 88e. C'est-à-dire que quand il défend, finalement, il est dans les 12% des meilleurs joueurs qui provoquent le moins de fautes quand ils défendent. Alors, c'est jamais un défenseur sur point d'attaque, Norman Powell, évidemment, mais je trouve que c'est bien, en plus, quand de l'autre côté du terrain, c'est pas un joueur qui, quand il est ciblé, concède de l'efficacité et des lancers francs à l'adversaire. Pour toutes les raisons qu'a cité Constant en attaque, effectivement, c'est un leap assez impressionnant de la part de Norman Powell. Et ce qui est cool, c'est qu'il fait ça à un âge qui lui permet d'avoir de la maturité et de faire durer ce momentum. J'ai l'impression qu'il a une confiance qui dépasse le coup de chaud. Et je pense honnêtement qu'on n'est pas sur un coup de chaud, on est vraiment sur un joueur qui arrive à maturité et qui a à côté de lui un autre joueur, James Harden, qui sait exactement comment le faire jouer, comment faire valoir ses qualités, et y compris de la part de Tyronn Lue. Donc moi, vraiment, pour le coup, les Clippers font un début de saison qui met un crochet retourné acrobatique dans la bouche de tous les observateurs, parce que personne n'avait prévu que les Clippers soient si hauts. Bravo à eux, franchement, de faire tout ça sans Kawhi Leonard. Et Norman Powell est effectivement y est pour beaucoup, quoi. Je vais pas ajouter grand chose, je suis d'accord avec vous, juste pour cette notion, parce que ça va revenir un peu tout au long du 4 quarts, forcément. On va commencer à tirer quelques conclusions. Certes, on est encore à 20-22 matchs sur les statistiques, mais je suis tombé sur un vieil article de 2021, certes, mais qui est toujours valable, de Krishna Narsu, qui est le gars derrière la statistique du LeBron, donc qui est une autre statistique d'agrégat d'un peu tout. Donc c'est quelqu'un qui s'est penché là-dessus et qui avait fait un article en 2021 pour essayer d'estimer à partir de combien de matchs les statistiques qu'on a sur une saison finissent par se retranscrire à la fin de la saison. Donc il a étudié ça sur les 3-4 saisons précédentes, donc entre 2017 et 2021 à peu près. Et c'est vrai que pour la plupart des statistiques offensives, on est aux alentours de 15, 20, 25 matchs maximum. Je crois que c'est 25, c'est 26. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est 26 pour le pourcentage à 3 points. Donc oui, peut-être un coup de chaud sur une saison, mais en tout cas sur un début de saison, mais peut-être qu'il va se retranscrire sur toute la saison. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, l'avantage aussi de Norman Powell à côté d'un James Harden, c'est que c'est un guard, c'est quelqu'un qui va exploiter la position off-ball et les kick-out de James Harden, qu'on a souvent voulu peut-être associer avec des bigs, parce qu'un joueur qui tient la balle, on veut l'avoir en ball handler de pick and roll. Je trouve que ça fonctionne d'autant mieux, comme tu le disais, Greg, c'est un sidekick parfait pour, en tout cas, le James Harden fin de carrière, on va l'appeler comme ça sans lui faire offense, bien sûr, en 2024. C'est une belle fin de carrière. Hein. Ah oui, non mais quand je dis deuxième partie, si vous voulez, troisième partie. Ouais, quatrième. En tout cas, on est plus proche de la fin que du début. Personne m'en voudra de dire ça. Non. Mais voilà, c'est en tout cas le profil. Et oui, comme tu disais, Greg, j'ajouterai pas beaucoup plus. Chapeau aux Clippers
de réussir ce début de saison et notamment à Norman Powell d'en être l'image. On va dire ça Moi, comme ça. je vais juste rajouter un tout petit truc pour aller encore plus dans le sens de ce que vous dites, les gars. C'est que Norman Powell, en plus, sur ces 3 points, il en prend très peu dans le corner. Donc, pour la géométrie de l'attaque des Clippers, c'est encore plus important. C'est-à-dire qu'il arrive à être adroit sur, grosso modo, cette partie-là du terrain. Il laisse les corners libres pour les autres shooters de l'équipe des Clippers. Franchement, c'est du pain béni pour James Harden et pour Tyronn Lue, quoi. Si vous voulez voir cette partie-là, il faut nous rejoindre sur YouTube. Voilà, je voulais juste à le dire, il y a eu un geste qu'il faut venir voir. Voilà. C'est pas dans les corners, les gens ont compris. Mais oui. Ouais, mais voilà. Un grand mime. Mais non, mais c'est vrai que les corners sont souvent réservés que ce soit à Nicolas Batum d'un côté et potentiellement à Derrick Jones Jr. de l'autre. Mais j'ai trouvé la stat pour vous sur les joueurs qui ont tenté plus de 53 points en pull-up depuis le début de saison. Donc il y en a 46. Norman Powell, il a 52% de réussite sur ses pull-ups à 3 points. Le deuxième, c'est Jordan Poole, surprenamment. Bon, sinon, ça serait pire pour les Wizards. Il est à 47. Donc, il y a 5 points de pourcentage d'écart. Le troisième, c'est Kyrie Irving, il est à 44. Donc, il y a 8 points de pourcentage d'écart entre le premier et le troisième sur les pull-ups à 3 points. Bon, ça peut potentiellement baisser. Un petit truc que j'aime bien aussi, au-delà du rendement offensif de Norman Powell, c'est un peu les taquets qu'il envoie à Paul George en disant cette année, on joue dans une équipe où il n'y a pas d'égo. Et vraiment, tu sens que les taquets envoyés à Paul George sont gigantesques. Et d'ailleurs, tu parlais, Adrien, des performances des Clippers et du résultat collectif. On avait dit quand on avait fait la preview que James Harden n'avait jamais manqué les playoffs, même si voilà, on n'était pas spécialement chaud. Moi, j'avais pronostiqué le under, mais bon, force est de constater que quand tu as James Harden, tu as toujours une bonne équipe. Et surtout, il y a 2-3 rumeurs qui commencent à popper du côté des insiders des Clippers, comme quoi Kawhi Leonard, le retour, ce sera avant le passage à l'année 2025. Donc, tout dépend d'à quel niveau il va revenir et pour combien de temps. Mais si jamais tu rajoutes un Kawhi Leonard au niveau dans cette équipe, en fait, tu peux commencer à faire tourner quelques têtes dans la conférence Ouest, surtout que tout le monde ne joue pas à son niveau, j'ai envie de dire, sur ce début de saison. Ouais, et on aura l'occasion, je pense, de reparler de tout ça quand on passera un peu plus au collectif. Voilà pour donc le joueur positif de Constant. On va faire chacun le nôtre avant de faire quelques mentions. Donc Greg, écoute, je te passe la balle. Quel joueur tu as envie de mettre en avant sur ce début de saison? On va rester dans la conférence Ouest. On va filer du côté du Texas à Houston. Une équipe dont on entend souvent parler parce qu'elle a un type en sortie de banc qui est un chouchou de beaucoup d'observateurs, à juste titre. Il s'appelle Amen Thompson. C'est d'ailleurs un des joueurs que je préfère regarder dans la ligue. Mais pour le coup, c'est pas de lui dont je vais parler. C'est pas lui mon joueur positif sur ce 4 quarts. C'est son collègue Tari Eason. Et la statistique, c'est 0. 0 vidéo, 0 thread, 0 article sur Tari Eason. Non, je plaisante. Par contre, il y a des lives Instagram après la victoire face au OKC pour ensuite faire une losing streak. Hein. Moi, je dis ça. Bon, après, voilà. Non, évidemment, ma stat, c'est pas celle-ci. J'en ai 3 des stats sur Tari Eason. Je vais commencer par la première qui est pour moi la plus incroyable. C'est centième centile au style. Percentage. Donc c'est élite et on parle de joueurs comme Alex Caruso ou Dyson Daniels par exemple et c'est même mieux qu'un joueur référencé, qu'un défenseur référencé comme Herb Jones. On est dans le 90e centile au block percentage, c'est élite là également et c'est un joueur qui joue plus de 30% de ses possessions en transition. Donc on est en fait sur un playmaking défensif absolument invraisemblable. C'est ça que moi je trouve incroyable avec Tari Eason, c'est que c'est un joueur qui, de par son playmaking défensif et sa faculté de disrupter complètement les attaques de ses adversaires, il laisse, en tout cas, il augmente le rythme des possessions et la qualité des possessions de son équipe, puisque la transition, notamment quand on a des joueurs qui galopent, comme c'est le cas du côté de Houston, c'est quand même des paniers les plus faciles. Mais c'est pas ce que se contente de faire Tari Eason. Tari Eason, en plus de ça, il va prendre des rebonds offensifs et il les prend à un niveau absolument là aussi invraisemblable. 95e centile au rebond offensif en pourcentage, c'est une clé de l'attaque des Rockets. Souvenez-vous, on en avait parlé en tout début de saison quand on avait présenté les différentes équipes. On avait une question autour du rebond offensif des Rockets. Tari Eason est un des garants du rebond offensif des Rockets. Moi, il me régale. C'est pas un joueur hyper présent sur les box-out, mais c'est un joueur qui
par sa dimension athlétique, par son flair. Il a un vrai flair sur les rebonds. Et sans doute qu'il le travaille en scoutant les équipes adverses, évidemment. Mais c'est un joueur qui va en plus générer davantage de possession pour son équipe. On est toujours du côté des Rockets sur une équipe qui souffre un peu d'efficacité. Ime Udoka n'a pas encore trouvé le moyen de rendre Jalen Green notamment efficace, et puis d'autres joueurs aussi du côté de Houston. C'est aussi une équipe, Houston, qui a le 5 défensif, je crois, avec le meilleur defensive rating de la ligue. Je crois, il me semble, peut-être que Oklahoma City est passé devant depuis. Mais en tout cas, on est en la personne de Tari Eason qui sort du banc avec Amen Thompson sur un des joueurs les plus valuables pour moi en sortie de banc, alors que son bagage offensif est très limité. Et ça, je trouve que c'est phénoménal, vraiment phénoménal, et je suis vraiment très impressionné par ce type de joueur, quoi. Constant, je t'en prie, je renvoie la balle directement, comme ça, je te fais même pas de transition. Est-ce que tu veux parler de Tari Eason, de sa paire avec Amen Thompson, de cette défense de Houston, qui est donc la deuxième défense de la ligue derrière le Thunder? Greg en a un peu parlé. Oui, bah, et ce duo a déjà trouvé un nom, c'est les Terror Twins, il me semble qu'ils les appellent du côté de Houston. Moi, j'aimais beaucoup Tari Eason avant même sa draft, hein. De toute façon, il y a des preuves écrites et vidéo que j'aimais bien Tari Eason avant sa draft, donc je ne peux pas mentir. Donc, vous allez sur la chaîne Wear Thunder, vous regardez des vidéos de mai 2022, vous allez voir que je dis du bien de Tari Eason. Mais non, mais Tari Eason qui, on se rappelle, red flag peut-être comportemental, parce que il avait tendance à s'énerver du côté de LSU, alors que c'est un des joueurs qui laisse le plus ses tripes sur un parquet NBA de toute la ligue actuellement. Mais oui, effectivement, il avait été absent une majeure partie, voire même la quasi-intégralité de la saison l'an dernier du côté de Houston. Son retour était vivement attendu. Et c'est un petit peu, je sais pas, c'est un peu comme ajouter un maestro au meilleur orchestre du monde, quoi. C'est-à-dire que les Rockets étaient déjà très bons au rebond offensif sans lui. Et du coup, quand tu rajoutes Tari Eason, ils sont encore meilleurs que ce qu'ils étaient déjà, alors qu'ils étaient déjà excellents. Moi, je vous ai trouvé un peu la stat, puisque Greg parlait du pourcentage d'interception et du pourcentage de blocs. Si vous prenez les joueurs à plus de 3,5, plus de 2,5% de steal pourcentage et plus de 1,1% de bloc pourcentage, il n'y a que 4 joueurs. Il y a Dyson Daniels, il y a Kayson Wallace et Jalen Williams du côté d'OKC, il y a Tari Eason. Sauf que Tari Eason, il n'est pas à 2,5 de steal pourcentage. Il est à 3,7. C'est le plus haut de toute la NBA. Il est à 2,4% de bloc pourcentage quand Dyson Daniels est à 1,2, Kayson Wallace à 1,4 et Jalen Williams à 1,4. Et si on ajoute à ça les rebonds offensifs, où il est à 8,6, il est dans le 97e centile au bloc pourcentage, 100e centile au steal pourcentage, 95e centile au pourcentage de rebonds offensifs. Enfin, c'est un générateur de possession folle. C'est-à-dire que c'est un joueur qui génère des turnovers pour l'équipe adverse et donne des possessions supplémentaires à l'attaque de Houston. Une attaque de Houston qui, comme l'a dit Greg, a grandement besoin de possessions supplémentaires, parce qu'en attaque, Alperen Sengun fait pas une bonne saison offensivement. Jalen Green fait du Jalen Green. Fred VanVleet, quand c'est pas OKC, il fait une mauvaise saison offensivement. Donc voilà, ils ont besoin des rebonds offensifs, et c'est ce qu'on avait dit dans la preview. De toute façon, ils ont besoin du rendement de certains joueurs, notamment en sortie de banc, pour pouvoir être un petit peu bénéfique et pour pouvoir remporter des matchs. Ils auront toujours la défense pour eux, mais en attaque, ils ont besoin de cette capacité à prendre des rebonds offensifs et avoir des opportunités supplémentaires pour pouvoir sanctionner. Donc oui, pour l'instant, Tari Eason, je ne sais pas s'il va être 6e homme de l'année, parce qu'il y a Peyton Pritchard qui est en train de carburer pleine bourre du côté de Boston. Mais oui, c'est un joueur qui est vraiment très utile dans une équipe qui, elle aussi, est en train de se montrer, on va dire, dans la conférence Ouest sur ce début de saison. Ouais, pour revenir sur cette notion d'attaque, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été évoqué, il me semble, par Tom Eben dans le podcast sur les statistiques. Les contre-attaques, la contre-attaque est une attaque, est une des attaques les plus rentables. Et c'est la même chose pour les rebonds offensifs. Donc en plus, Tari Eason a ce truc-là de quand il rentre sur le terrain, il y a des runs offensifs de Houston créés par son playmaking défensif. Et comme tu le disais, Constant, c'est quelque chose dont ils ont beaucoup besoin. Et donc voilà, il crée une différence. Il est assez, et puis c'est très très fun à le voir. Il y a des séquences de Tari Eason et son compère Thompson qui mettent des sessions sur des attaques en face, qui des fois sont des attaques qui ont un peu plus de mal, mais en tout cas ils les mettent la tête sous l'eau. Voilà, on est sur encore un geste de Greg que je vous invite à venir voir sur YouTube. Non, mais oui. Enfin, en plus, moi, c'est le truc qui m'attire le plus dans le basket, c'est la défense. Clairement, c'est ce duo-là. Les Rockets, je les ai jamais eu dans mon cœur en NBA historiquement, mais là,
Là, c'est costaud. Vraiment, c'est magnifique à voir. Si vous aimez la défense, il faut absolument regarder les possessions. De toute manière, il faut regarder Houston. Ça joue vraiment très bien en défense, de manière Oui, on générale. parlait des En équipes défense. surprises en plus. En défense, Constant, en défense. Ça les amène tout de même à la deuxième place de la Conf Ouest à l'heure où on enregistre. Donc, mine de rien, ça joue pas si mal. Mais Ouais, justement, mais Du coup, Adrien, il nous manque toi, là. Il nous manque ton joueur oui, positif. effectivement, j'allais faire une transition, mais attends, je crois que Constant voulait rajouter quelque chose, non? ouais, un tout petit truc sur Je t'en Houston, prie. puisqu'on parlait des Terror Twins avec Tarizon et que Greg a un peu mentionné Amen Thompson. Un tout petit peu déçu, moi, de l'utilisation, notamment au niveau du passing game d'Amen Thompson. C'était un très bon passeur au moment de sa draft. Il n'avait pas été trop utilisé dans ce domaine-là à Houston sur sa saison rookie. J'ai l'impression qu'il est encore moins utilisé dans ce domaine-là, qu'il est beaucoup plus un ailier capable de défendre à peu près sur tout type de profil défensivement et une machine à choper des rebonds offensifs. Et du coup, ouais, je suis un tout petit peu déçu de son utilisation, notamment au niveau du passing game, même si voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire du passing et un gros volume de passing du côté du Houston, que ce soit avec Fred VanVleet ou que ce soit avec Alperen Sengun. Et voilà, c'est peut-être le petit domaine sur lequel il pourrait potentiellement l'exploiter un peu plus et peut-être que ça viendra au fur et à mesure de la saison et peut-être l'an prochain avec un Fred VanVleet qui peut potentiellement vieillir et qui peut se retrouver soit free agent, soit en sortie de banc. Mais voilà, c'est le tout petit domaine dans lequel je suis un peu frustré, on va dire, c'est l'utilisation du passing d'Amen Thompson. Ouais, ça c'est quelque chose, comme tu l'avais dit, on en avait un peu parlé dans la preview une nouvelle fois des Rockets, de effectivement cette année où ils sont, voilà, il y a plein de, comment dire, d'identification de rôles de jeunes à potentiel, de qui tu vas garder ou non. Il y a des grands débats autour de Jalen Green aussi qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait avoir aussi. Donc oui, en tout cas, il y a des choses à voir à Houston, comme tu disais, Greg. Effectivement, la transition que je voulais faire, c'est si vous aimez la défense, vous allez être servi par mon joueur de ce début de saison, mon joueur positif. Pas du tout, du coup, puisque je vais aller du côté de Chicago, donc énorme défense. Et j'ai envie de parler. Moi, je vais faire mon homer, je vais l'assumer un petit peu. J'ai envie de parler de Nikola Vucevic, de Vucci Main, évidemment, qui fait une saison à je sais plus quel âge il a All-Star. maintenant, Vucevic, mais une saison, oui, non, mais une saison carrière 34 ans. quoi. C'est voilà, c'est genre on est voilà 34 ans effectivement. Je vais aller chercher 34 ans et une saison extraordinaire. Alors la stat pour moi c'est son efficacité. Tout est sur son EFG%. On est à 66.5. On est sur le 89e centile à sa position donc sur cleaning the glass. Sachant que sa position c'est pivot, on rappelle, hein, des gens qui ne prennent pas forcément des tirs si compliqués. Et sachant qu'en plus, il est ultra efficace à 3 points. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire que la saison dernière, on a commencé à avoir quelques doutes, à se dire que ça y est, on parlait des fins de carrière, on entamait la pente descendante pour Vucevic. Bon, cette année, on est peut-être sur une surchauffe pour ce début d'année, mais on est sur quelque chose d'extraordinaire. Il tourne à 47% à 3 points. Et même tiens, Greg, tu parlais des 3 points dans les non-corners, les above the break. Il est à 49%. Donc on parle d'un joueur élite, tout simplement, dans cette zone-là, qui fait beaucoup de bien à l'attaque des Bulls, et pas seulement par sa réussite, puisque, donc certes, il met des tirs, son usage est en légère baisse, mais il est à peu près similaire à ce qu'il a fait chez nous, mais aussi, il est là à la création, poste haut, il y a un peu plus d'espace, l'attaque des Bulls est un peu plus rapide que ce qu'elle a été ces dernières années avec l'absence de DeMar DeRozan, mais il est très très précieux là-dedans. Voilà, sur ces 3 derniers matchs, on est sur en plus quelque chose de fou. Il est en 71, 55, 79. Voilà, j'ai noté sur les 3 derniers matchs. Tout va bien, 83% de true shooting pour notre cher Vucevic. Bref, on est sur une superbe saison, une saison de niveau All-Star. Peut-être qu'on parlera de son nom quand on arrivera à ce moment-là. Mais pour finir tout ça, avec tout le plaisir que ça m'apporte et les victoires que ça apporte à Chicago, écoutez, il est beau notre Vucevic, il est génial notre Vucevic, mais justement, on gagne un petit peu trop de matchs à Chicago par rapport Elle est à là belle où la on en est. vitrine, hein. Voilà, si quelqu'un veut se manifester, regardez-le, c'est quand même un super joueur. Et en vrai, honnêtement, c'est un joueur super cool à voir regarder et qui est impliqué avec les jeunes au niveau des Bulls. On sent que personne n'est frustré. Bon, ça aide quand tu lui donnes la balle, il met le ballon dans le panier, bien sûr. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a une bonne atmosphère chez les Bulls en ce début de saison. Et c'est notamment grâce à Nikola Vucevic. Donc voilà, c'était mon shout-out de ce premier 4K. Mais c'est le symbole du rebirth de Chicago. C'est le symbole de la bascule, en tout cas, entre la saison dernière et la saison actuelle de Chicago. Tu as l'impression que, avec les mêmes personnes, t'enlèves juste Alex Caruso et DeMar DeRozan, sans les juger pour le coup et sans les incriminer sur les mauvaises saisons que Chicago a connues depuis ces dernières années. Mais tu as Billy Donovan qui est toujours le coach.
qui propose un jeu radicalement différent de ce qu'il avait proposé les années précédentes. Et tu as des joueurs comme Vucevic qui, d'un coup, ont fait une mue invraisemblable et retrouvent un niveau effectivement All-Star. N'oublions pas que Vucevic, il a déjà été dans sa carrière avec le Magic, donc c'est pas non plus un joueur qui sort de nulle part. Et puis moi je trouve que ce qui est cool, c'est qu'il retrouve de la confiance. C'est un vétéran qui en plus a l'air franchement d'être un chic type. Donc dans le vestiaire auprès des jeunes, je pense que c'est vraiment que du bonus pour Chicago, pour les jeunes pousses de Chicago. Non, franchement, je m'attendais pas du tout à ça de la part de Chicago et de la part de Vucevic. Et je suis ravi que ça arrive pour le coup, parce que tu sais, c'est le genre de truc où t'aimes bien te tromper. Et bah là, j'aime bien me tromper parce que j'avais pas prévu ça, j'avais pas ça dans mon bingo. Et en fait, bah, ça arrive. Donc franchement, c'est très cool. Je rêverais d'avoir ce Vucevic aux Suns en ce moment à la place d'un autre Hitch dont je ne citerai pas le nom parce que c'est Voldemort pour moi en ce moment. Donc, donc voilà, je vais passer la balle à Constant tranquillement. Moi, je pense que ma stat préférée de toute la NBA, c'est qu'au bout de 25 matchs, les Bulls ont déjà joué 50% de leur transition de l'an dernier. En termes de possession jouée. C'est-à-dire que les Bulls, l'an dernier, en transition, ils étaient derniers de la NBA. Cette année, ils sont deuxième. Il y a que Memphis qui joue plus de transition que les Bulls de cette année. Les Bulls, alors ça défend pas à Kopech, hein. On va être très honnête, c'est l'une des pires défenses de toute la NBA. Mais ils font penser genre aux Pacers de l'an dernier, quoi. C'est des équipes League Pass, c'est-à-dire que ça va pas défendre. Par contre, il y a 140 à 120 à la fin du match, ou il y a 132 à 123, là, le match face à Indiana, là, qui s'est joué cette nuit, c'est ça, hein, 132 à 123. On va être honnête, le fait d'avoir Josh Giddey dans l'effectif aide aussi parce que Josh Giddey, historiquement, a toujours été un joueur qui augmentait la pace des équipes dans lesquelles il jouait. À OKC, la pace était plus rapide quand tu avais Josh Giddey sur le parquet que quand tu n'avais pas Josh Giddey sur le parquet. Et bizarrement, OKC cette année joue plus lentement que elle ne jouait l'an dernier et encore plus lentement qu'elle ne jouait il y a 2 ans. Donc ça, c'est un facteur. Mais effectivement, il y a des trucs intéressants du côté de Chicago. Il y a au-delà de la revival season de Vucevic, qui est quand même très rigolo, j'ai envie de dire, et qui potentiellement, effectivement, peut servir de vitrine, il y a un truc cool dans cette équipe, c'est qu'il y a la revival season de Vucevic et de Zach LaVine, j'ai envie de dire, parce que Zach LaVine, on le retrouve à un niveau qu'il avait il y a 2 ans, on va dire. L'an dernier, c'était une année un peu plus difficile, mais à peu près le niveau qu'il avait il y a 2 ans. Et puis autour, il y a des joueurs, voilà, j'en parlais à Adrien juste avant, Ayo Dosunmu, qui s'est retrouvé en début de saison dans un rôle un peu bâtard. On disait, vas-y, tente 9-3 points par match, t'es à 1 sur 9, mais tu vas en retenter 9 après. Et qui là s'est totalement métamorphosé en joueur qui est très bon off-ball, qui fait beaucoup de cuts, qui essaye de finir près du panier, tout en étant un petit peu le dépositaire du jeu à côté de Josh Giddey, à côté de la multitude de guards que tu peux avoir du côté de Chicago. Donc oui, c'est une équipe qui est intéressante. Alors il y a toujours le problème de Patrick Williams, j'ai envie de dire, hein, puisque Patrick Williams, non seulement il est blessé, et en plus de ça, quand il est présent, il est pas forcément très bon. Mais voilà, du côté de Chicago, quand on avait fait l'épisode preview, on s'était posé la question de ce dilemme entre essayer de développer avec les jeunes ou d'avoir une espèce de vitrine pour les vétérans. Sur ce début de saison, t'es plus dans le rôle de vitrine que vraiment dans le développement de jeunes. Mais bon, écoute, on va dire que ce qui t'aide un petit peu, c'est qu'il y a d'autres équipes qui sont aussi dans cette configuration de vitrine pour les jeunes, pour les vétérans, et que si t'as envie de sortir le gros tank à partir de la mi-février, bon, tu rattraperas pas des équipes qui sont tout en bas, mais tu seras pas complètement largué dans cette course. Après, l'autre avantage, c'est que dans cet esprit de vitrine, comme tu disais, c'est que genre Vucevic et LaVine ne sont pas non plus partis en gros mangeage, j'ai envie de dire nourriture de ballon et privation pour le reste de l'effectif. Voilà, notamment, par exemple, comme tu le disais aussi, il y a ces blessures qui font que les minutes tournent un petit peu. Il y a des joueurs qui peuvent pas encore beaucoup jouer. Je pense à Lonzo Ball qui rate des matchs ici et là pour l'instant. Malheureusement pour lui, il y a une blessure, rien à voir avec la précédente, fort heureusement. Et puis tu as aussi ce banc qui est approximatif, donc tout le monde peut prendre des minutes. Il y a Bouzelis, le rookie, qui arrive à faire son trou petit à petit. Mais pour revenir sur ce que vous disiez sur le rythme aussi, donc voilà, Vucevic, en étant efficace, n'a pas ralenti tout ça. Et l'avantage de Giddey avec toutes les problématiques qu'il y a autour de Giddey, j'avoue que je suis toujours pas convaincu, mais l'arrivée de Giddey plus le retour de Lonzo Ball fait, tu parlais Constant des cuts et du rythme de l'attaque, mais notamment sur les cuts, c'est deux joueurs qui aiment beaucoup trouver et qui trouvent très très bien les joueurs sur les cuts. Donc ça fait aussi partie du revival de Zach LaVine, qui n'est jamais meilleur
que en vrai, honnêtement, quand il n'a pas la balle, que quand il joue sans ballon, il a toujours son premier pas hyper explosif sur les cuts. Et là où ces dernières années, mais avec l'attaque un peu statique des Bulls, il avait tendance à un peu attendre que la balle vienne pour ensuite créer pour lui-même. Là, maintenant, il ne rechigne plus à aller les faire, ces cuts, et il retrouve du coup de l'efficacité. On sent que les joueurs s'amusent au moins en attaque. Bon, la défense, c'est autre chose. On n'est pas là pour gagner tant de matchs, donc tout va bien. Mais oui, effectivement, Vucevic illustre tout ça, mais il y a plein de choses un petit peu positives, et on ne s'attendait pas forcément à ça du côté de Chicago. Donc voilà, je fais mon homer, mais c'est un peu le petit plaisir du début de saison. En vrai, c'est une équipe, c'est une équipe dont t'attends rien, mais le fait qu'elle soit là pour jouer te la rend sympathique en fait. C'est là où, Ouais. comme t'as pas d'attente, t'es en mode, bon, c'est cool. Bon, après, tu dois avoir peut-être un peu l'arrière-pensée de te dire, bon, on gagne peut-être un peu trop de matchs. Mais au contraire, t'es passé du statut en fait où l'an dernier tu disais bon, on sait pas trop ce qu'on vise, donc du coup t'es déçu parce que tu sais pas trop où va le projet. Bon là, tu sais toujours plus ou moins pas trop où va le projet, mais au moins elle est fun à regarder, donc c'est déjà mieux que l'an dernier. On va avec la vague et on voit ça nous-mêmes. Avançons, parce que là je vois le chrono, ça va être un très très bon 4 quarts. Si on veut faire quelques mentions, si vous voulez quand même faire quelques mentions, ce que je les ai promis, on va les faire rapidement. Voilà, je cale deux noms, juste parce qu'ils me font plaisir, c'est des retours. Donc celui de Lonzo Ball, je l'ai un petit peu évoqué, ça fait super plaisir de retrouver Lonzo Ball et il joue bien au basketball. Donc voilà. Et un autre retour, celui-là un peu plus, j'allais dire hipster, mais même pas, il est que pour moi, mais c'est celui d'Elfrid Payton. Voilà, qu'on a revu. Qui a été coupé. Qui a été coupé, mais on a revu avec un match extraordinaire. Qu'on a revu un petit peu, qui a fait un match, voilà, qui allait planter 20 passes pour le plaisir. Donc voilà, shout out à Elfrid Payton, le GOAT capillaire de la NBA. Bien sûr. Dans mon livre. Bien sûr. Allez, Grégoire, tes quelques mentions si tu veux glisser 2-3 noms. Qu'est-ce que je peux donner en mention si je dis Jalen Williams, c'est peut-être un poil trop. C'est un des joueurs très positifs de ce début de saison. C'est difficile. On a eu cette discussion pour ne rien cacher aux téléspectateurs et téléspectatrices. On a eu cette discussion dans le groupe Dunk Hebdo il y a quelques jours, mais le début de saison de Jalen Williams, les comparaisons hâtives qu'on peut faire à son propos avec des joueurs all-time sont légion. Honnêtement, on va pas citer les noms pour pas froisser, pour ne froisser personne. Mais ouais, Jalen Williams. Je vais citer Bradley Beal pour faire mon homer aussi parce que j'aime beaucoup sa façon d'être précieux à la marge dans l'équipe, à faire j'allais dire presque tout le sale boulot des Suns quand il y a des absents et quand il y en a pas. Et puis Zoé Godaro aussi du côté des Suns, vraiment très très intéressant, alors que c'est un second tour et que ça joue des minutes par vingtaine du côté des Suns, et ça c'est vraiment vraiment très très cool. Voilà pour les noms que j'ai à donner. Si je me creuse un peu plus la tête, je devrais pouvoir en trouver, mais on est déjà à 2h30 de pod enregistré, donc je laisse le ballon à Constant. Vas-y Constant, envoie, shoot. Peyton Pritchard, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. C'est-à-dire que en fait, c'est bon Boston là, il faut quoi de plus là. Déjà l'an dernier c'était une équipe all-time, vas-y que Peyton Pritchard il se met à jouer comme un 6e homme. Bon, il y a un moment faut arrêter, c'est bon. Et que Derrick White et Steph Curry en plus. Voilà, que Derrick White et Steph Curry avec une défense all defensive. Il y a un moment, faut peut-être arrêter. Non, mais sinon il y a quelques noms, pas un peu hipster, mais des noms. Le début de saison, Tyler Hero au Heat. Personne n'en parle. Et Tyler Hero, c'est toujours un peu le scapegoat, on va dire, du côté du Heat. Mais là, pour le coup, je suis désolé, le Heat fait un début de saison qui est relativement correct, même si Bam Adebayo est quand même pas mal décevant offensivement. Tyler Hero, le rendement offensif de Tyler Hero est très intéressant. Je voulais citer Cam Thomas, parce que voilà, le début de saison de Cam Thomas, on s'est beaucoup foutu de sa gueule, mais le mec arrive est efficace. Non seulement il score, mais en plus il est efficace. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu tous ceux qui voulaient critiquer Cam Thomas. Mais sinon, j'ai quelques noms. Le début de saison de la Melo Ball était quand même extrêmement sérieux. Il était parti pour être All-NBA avant sa blessure. Donc on va voir s'il est capable de revenir à ce niveau-là et s'il est capable de rester en santé. Et puis après, oui, il y a des trucs que j'aime bien. Le début de saison d'RG Barrett n'est pas folichon, mais j'aime bien le progrès au playmaking. Puis voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Il se passe des trucs intéressants aux Raptors. Hein. Ouais, après. Il se passe des trucs cool aux Raptors. Hein. Scotty Barnes, j'aime bien. Tu vois, Scotty Barnes, je pourrais le mettre dans les mentions honorables. Et je pourrais mettre aussi Grady Dick, qui, pour le coup, a développé une palette au-delà de son shoot, notamment sur drive, au-delà de son shoot à 3 points. Désolé de t'avoir coupé, Constant, mais je trouve qu'il se passe des trucs intéressants à Toronto, même si ça reste quand même une équipe un peu marasmatique
pour faire un barbarisme qui leur convient bien en ce moment. Il y a 2-3 bricoles sur lesquelles on peut se réjouir à Toronto. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Je regrette déjà cette histoire des mentions qui nous fait qui vont nous prendre 5 minutes à chaque fois. C'est ça. À tout dernier petit nom, parce qu'en Vas-y, vrai, Gaston, on est parti. vous en avez parlé dans le podcast, mais en vrai, le début de saison de Caris Levert aussi, tu te demandes d'où ça sort, quoi. Mais en vrai, Caris Levert, époque Nets, Kenny Atkinson, ça joue au basket, hein. Et devine mais qui pas est le à ce coach des niveau-là. Cavs. Oh, Caris attends. Levert, un match sur 7 aux Cavs, c'était ça précédemment, sauf que c'était un match sur 7. Voilà. Non, moi j'ai des très bons souvenirs. J'aimais beaucoup cette équipe des Nets de Kenny Atkinson avec D'Lo, etc., Jarrett Allen et tout. Et j'ai l'impression de retrouver le Caris Levert que je regardais à l'époque. Ouais, mais efficace. Ce qui est bizarre pour Caris Levert. Caris Levert efficace dans la même phrase, normalement, c'est pas censé être prononcé. Voilà, on développera peut-être un peu plus tard. Peut-être que ça méritera de parler un peu plus longuement de son équipe d'ailleurs, Ouais. à celui-là. Mais d'abord, il va falloir qu'on fasse le pendant des joueurs positifs, évidemment. Donc on va être un peu plus sévère, ou en tout cas peut-être déçu par certains joueurs. Reprenons le fil. Je crois que j'ai commencé avec Constant. Donc Constant, je t'en prie, sur quel joueur? Et je crois que tu as choisi le nom que tout le monde attend, hein, finalement. Je l'avais annoncé. Je l'ai annoncé il y a 2 semaines. Tyrese Haliburton, c'est mon joueur négatif. Je suis désolé. Et pourtant, vous savez, chers auditeurs et chères auditrices de Doc Hebdo, à quel point j'aime Tyrese Haliburton, mais je suis en break. Je l'avais annoncé déjà sur Twitter il y a de ça quelques semaines. Je suis en break envers Tyrese Haliburton. Il m'a trop déçu. Alors, je sais pas ce que... On peut trouver tout un tas de raisons, on peut trouver tout un tas d'excuses. Moi aussi, j'ai été le premier à toujours trouver des excuses à Tyrese Haliburton. Oui, il est blessé. Oui, il n'y a pas Buddy Hield. Bon, vous avez tous vu comme moi les vidéos postées durant l'été. Je pense que bon, lui, si on devait faire une All-NBA Night Club, il doit être très très bien classé. Hein, parce que lui, j'ai l'impression que les soirées, il les passe pas à 4h du matin au shoot-around, j'ai envie de dire. Ils sont plutôt dans les nightclubs. Moi, la stat que j'ai envie d'utiliser, c'est 13. C'est le pourcentage de tirs au cercle tenté par Tyrese Haliburton cette saison. 13%. Il y a 2 ans, il était à 28. L'an dernier, il est tombé à 22. Cette année, il est à 13. Il va plus du tout au cercle, Tyrese Haliburton. Il ne va plus du tout au cercle. Et au-delà de l'efficacité quand on baisse au niveau des 3 points, du delta hallucinant qu'il a entre les performances à domicile et les performances à l'extérieur. C'est-à-dire que... Et du si vous simple prenez- double, presque. Ah ouais, mais c'est en termes d'efficacité, si vous prenez Tyrese Haliburton à domicile, c'est 23 points, 3 rebonds, 9 passes, à 48% au tir, 43% à 3 points. Tyrese Haliburton à l'extérieur, c'est 14 points, 3 rebonds, 8 passes, à 36% au tir et 26% à 3 points. Il y a 15 points de pourcentage d'écart sur son true shooting entre ses matchs à domicile et ses matchs à l'extérieur. C'est indécent. Donc non, au-delà de ça, au-delà des 3 points qui tombent pas dedans, du fait qu'il va plus au cercle, pour moi c'est vraiment l'état d'esprit où on est dans une situation où tu as un joueur qui semble pas vraiment assumer son rôle de leader, hein. Je suis désolé, mais moi je le trouve beaucoup sur la retenue, ou à l'inverse, quand il est pas forcément sur la retenue, il vient un petit peu parasiter et phagocyter le jeu offensif d'Indiana. Alors peut-être que l'effet de surprise s'est estompé pour les Pacers, mais quand on avait fait le post-mortem des Pacers avec Ben l'été dernier, on avait dit attention, la saison d'après, à pas faire une Atlanta. Et j'ai l'impression que là, les Pacers, vu le début de saison, j'étais pas loin de les prendre dans l'équipe négative. Et peut-être que les défenses ont un petit peu craqué le code sur cette attaque d'Indiana. Peut-être qu'en fait, la complémentarité avec Pascal Siakam, qui n'était pas forcément évidente l'an dernier, parce que je me rappelle d'en avoir déjà parlé, fonctionne toujours pas vraiment. Ouais, moi, ce qui me frustre envers Tyrese Haliburton, au-delà de son manque de rendement offensif et son manque d'efficacité, c'est vraiment le leadership que je vois pas du tout. Et qu'on avait déjà pointé quand on avait souligné ses performances lors des playoffs de l'an dernier. Mais c'est ce que j'allais dire finalement pour résumer. Ingrid, tu vas pouvoir confirmer ou infirmer ou en tout cas broder autour. C'est ça, c'est que les quelques critiques qui restaient et qui ont été faites à Tyrese Haliburton après sa saison dernière, on lui a passé la partie avec les blessures. On a dit ok, super saison, mais en play-off, il y a eu quelques craintes sur justement le fait d'assumer son statut de leader, que quand on avait besoin de toi, c'était voilà, on t'attendait en tant qu'option numéro 1 et un début de saison donc il rassure pas sur cet aspect, quoi. Non, moi ça me fait poser beaucoup de questions parce que l'an dernier les Pacers étaient ma darling, particulièrement parce que Tyrese Haliburton avait un niveau de jeu sur le début de saison qui était vraiment stratosphérique, hein, pour le coup. Et puis ça s'est étiolé avec sa blessure et après sa blessure. Et finalement, ça n'est jamais revenu. Il est venu à Paris pour les Olympiades. Il n'a pas joué.
Donc, contrairement à d'autres joueurs qu'on va peut-être évoquer un peu plus tard, ça n'a pas, je pense, d'incidence sur sa forme actuelle en NBA. Mais moi, c'est un joueur sur lequel je me pose beaucoup de questions parce que euh, est-ce que ça veut dire que l'an dernier, sur sa période en feu, eh ben, c'était finalement qu'une période en feu et c'était une parenthèse enchantée? Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, il est dans une période basse ou est-ce que c'est vraiment le réel Tyrese Haliburton? Et le fait, j'avoue, de ne pas avoir aujourd'hui de réponse à ces questions me fait beaucoup prendre de recul sur la capacité des Pacers à vraiment avoir un statut dans la conférence Est, ne serait-ce que de pretender, ne serait-ce que d'équipe qui peut aller titiller, tu vois, un deuxième tour face à un top 4 NBA, tu vois, face à un top 4 conférence Est. Et c'est dommage parce que le projet sentait bon. Ramener Siakam, voir les progrès de Andrew Lambert, les progrès de Bénédicte Mathurin cette saison, tu vois, qu'on aurait pu citer dans la catégorie précédente des mentions des joueurs positifs, parce que les progrès de Bénédicte Mathurin sont vraiment, vraiment beaux à voir, quoi. T'as Jarvis Walker qui a été décalé au poste 3, qui propose aussi des jolies choses. Bon, effectivement, ils ont 2 postes 5 qui sont absents pour blessure, et ils ont perdu Jalen Smith qui est parti chez toi aux Bulls. Peut-être que tout ça explique que les Pacers sont moins bons cette saison. Peut-être que Carlisle a moins la recette que l'an dernier, mais j'avoue que tu sais, il y a vraiment une sensation de vertige quand tu regardes cette perte d'identité. On en reparlera pour une autre équipe. En tout cas, j'en reparlerai pour une autre équipe. Mais j'ai l'impression qu'il y a une perte d'identité du côté des Pacers parce qu'il y a une perte d'identité chez Haliburton. J'ai pas l'impression de voir le même joueur, quoi. Oui, non, mais dans le body language, comme tu disais, et puis même, Constant a beaucoup parlé de son efficacité, mais ça se ressent ensuite aussi dans son playmaking. Il est beaucoup moins tranchant, et puis de toute façon, voilà, les faits sont là. L'attaque des Pacers, qui était toute flamboyante l'année dernière, qui était donc la deuxième attaque de la ligue, si je dis pas de bêtises, là, cette année, a baissé, on est combien? On est 18e. Donc, sachant que tu n'as pas augmenté ta défense avec les changements d'effectifs dont tu viens de parler, Greg. Donc effectivement, je n'ai pas beaucoup plus de choses à rajouter. Effectivement, moi, c'était les craintes qui faisaient que justement, dans le DH20, j'avais eu du mal à me dire j'allais mettre Tyrese Haliburton, besoin de confirmation. Bon, ça peut aussi être un slum, comme on dit, mais c'est vrai que ça fait plusieurs voyants depuis le retour de blessure qui sont dans le négatif, donc ça fait un petit peu peur, ça fait un peu mal au cœur, en fait. On peut le dire aussi, joueur négatif dans le 4 quarts, c'est parfois aussi une notion de déception, ça peut aussi faire un peu mal au cœur. Mais pour pas trop épiloguer sur Tyrese Haliburton, je propose d'enchaîner. On va être moins méchant sur les joueurs, peut-être on verra sur les équipes. Greg, je te propose d'enchaîner. Si tu en veux si tu en veux un deuxième, tu n'as pas le choix. Donne-nous ton deuxième joueur et donc le premier de manière négative. En fait, je t'aurais bien laissé la balle sur le coup, mais je vais donner mon joueur. Je pense qu'il le mérite pas complètement. Et d'ailleurs, on en discutait en off avec Constant. C'est peut-être pas le joueur le plus négatif de la ligue à ce jour, Devin Booker, puisqu'il s'agit de Devin Booker. Néanmoins, je trouve que vu l'état de sa carrière et l'avancement dans lequel il est dans le projet de la franchise, pour moi, aujourd'hui, Devin Booker, c'est le point négatif du 5 majeur, hors la boîte de sardines qui nous sert de pivot. Mais aïe, aïe, le dérapage. Mais voilà, j'ai un problème avec le début de saison de Devin Booker sur ses 20 premiers matchs. Et malheureusement, le pire, c'est que j'ai pas de statistiques à vous donner. En fait, il est là le truc. Pourquoi j'ai pas de statistiques à vous donner? Parce que Devin Booker, il baisse un peu en efficacité, il baisse un peu, il peut même baisser un peu beaucoup en efficacité en fonction des périodes qu'on sélectionne, et particulièrement quand il n'y a pas Kevin Durant, mais ça c'est un autre sujet. Mais surtout, je trouve que ce qui est frappant avec le début de saison de Devin Booker, c'est à quel point il a l'air complètement crevé. On dirait vraiment une roue de voiture qui est au bout du rouleau, qui est poncée de chez poncée. Il n'y a plus un cran sur la gomme et en fait, on roule mais on n'avance pas, quoi. Et Devin Booker me donne cette impression-là. Et je voulais que tu parles de ton joueur parce que évidemment, on connaît l'identité de ton joueur, Adrien. Je ne vais pas la révéler, je te laisse la première. Mais j'ai l'impression que les JO n'ont pas fait de bien à tout le monde. Et il y a des joueurs qui n'ont pas joué et pour qui ça fonctionne très bien, Jason Tatum. Et il y a des joueurs qui ont joué et pour qui ça fonctionne moins bien. Et Devin Booker fait partie de ces joueurs-là. Je pense que l'absence de repos a peut-être condamné son début de saison. On a vu qu'il était
beaucoup plus assertif, beaucoup plus précis, beaucoup plus saillant aussi dans ses attaques notamment et aussi en défense après la période de 6 jours que les Suns ont eu la semaine dernière. 6 jours de repos consécutifs en pleine saison régulière. Bon, le calendrier, non, on en parlera dans un autre livre. Mais voilà, Devin Booker, pour moi, c'est un joueur qui me déçoit, simplement parce que l'attitude n'est pas à la hauteur des enjeux de la saison des Suns, là, en 2024-2025. On a signé Tyus Jones sur une saison, il ne sera pas là la saison prochaine, il faut en profiter, c'est maintenant les gars. Kevin Durant a 100 000 ans, il fait une saison calibre MVP, il faut en profiter, c'est maintenant les gars. Donc là, laisser passer comme ça une saison avec un Devin Booker qui est entre deux eaux, on ne sait pas s'il est bon, s'il n'est pas bon, ça me paraît compliqué dans le projet des Suns. Mais il y a aussi la dimension individuelle. Et c'est ce dont je parlais avec Constant avant qu'on lance le pod, c'est que on est sur un joueur qui porte une franchise qui a des ambitions qui sont extrêmement hautes. Matisse Bien n'arrête pas de le répéter, le propriétaire. Et on est aussi dans un joueur qui a des joutes statistiques et des joutes sur le terrain dans la conférence Ouest avec le gratin de la ligue. On parle de Jason Tatum, on parle de Luka Doncic, on parle de Nikola Jokic. Tous ces mecs ont une adversité, voire une animosité avec Devin Booker. Et ne pas le voir pénétrer le tiers de ses joueurs alors que Jason Tatum est en train de pénétrer celui du top 5 NBA, on en parlera au DH20 dans quelques mois, eh ben, c'est très difficile à voir parce que normalement, Devin Booker, à 28 ans, à l'entrée de la période de sa carrière où il doit être dans son prime, il doit pénétrer cette zone-là de l'élite de la NBA. Et pour l'instant, cette saison, il ne le fait pas. Et en fait, grand danger quoi. On est entre déception et inquiétude, j'ai envie Exactement, de dire, Greg. Absolument. Et du coup, sur ces thèmes, Constant, je relance la balle comme ça. Moi, je ferai la transition avec le mien. Peut-être qu'on pourra croiser certains sujets juste derrière. Non, moi je trouve Greg un peu dur envers Devin Booker. Après, Greg a vu c'est plus le lot de matchs des supporters. Voilà, Greg a vu plus de matchs des Suns que moi, donc je vais me baser sur son jugement. Mais effectivement, c'est un petit peu ce qu'on avait dit dans le DH20. T'arrêtes le DH20 aujourd'hui, KD est toujours devant Devin Booker. Et ça, c'est un petit peu embêtant, effectivement. Bon, KD jouait à un niveau offensif qui était encore très bon sur ce début de saison, mais effectivement, c'est un peu frustrant. Après, au niveau de l'efficacité, effectivement, il est en baisse. Il va un peu plus sur la ligne des lancers, mais on va dire le shot making au global est moins bon. Même si, voilà, je sais pas, je trouve qu'il est quand même moins de son côté à jouer sa partition solo que ce qu'il n'a pu l'être l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, je le trouvais quand même, surtout fin de saison, je le trouvais un peu déconnecté du reste de l'effectif où je joue ma partition tout seul. Là, cette année, je le trouve un poil plus au service du collectif, un tout petit peu plus. Mais effectivement, il n'est pas, on va dire, il n'est pas dans les standards que tu dois demander à Devin Booker pour que les Suns soient vraiment contenders. Effectivement, il n'est pas dans les standards irréels qu'il a pu avoir sur les playoffs 2023 où il jouait à un niveau qui était absolument stellaire. On va dire que il n'y a pas eu le tampon d'approbation, le seal of approval. Il n'y a pas eu ça après les playoffs 2023. Il n'a pas confirmé, entre guillemets, ce statut de superstar offensive, même si, voilà, il est arrivé dans une situation qui était, entre guillemets, pas évidente, puisque la saison d'après, il doit jouer meneur. Après, tu rechanges de coach. Mais effectivement, l'arrivée de Mike Budenholzer, qui est un coach plutôt offensif, tu dois te dire, ça doit aider. Devin Booker a explosé dans son volume offensif et peut-être même dans son efficacité à franchir un cap supplémentaire pour vraiment rejoindre l'élite de l'élite de l'élite de la ligue. Pour l'instant, c'est pas le cas. Même si, voilà, j'ai vraiment du mal à prendre position sur ce début de saison des Suns. Très bon quand KD est pas là. Vraiment pas bon quand KD est absent. Après, c'est le lot de cette équipe des Suns qui construit avec des joueurs qui sont très injury prone. Mais du coup, je sais pas, il y a quand même une partie de moi qui dit que t'as beaucoup de choses qui vont être résolues à partir du moment où KD reviendra, même si effectivement la question du pivot et celle de Yusuf Nurkic ne va pas se résoudre avec le simple retour de le nom maudit. Voilà, avec le simple retour de KD. Mais au niveau de Booker, je suis d'accord, l'efficacité est en baisse. Mais tu vois, dans le rôle, j'ai quand même l'impression qu'il a un peu moins son côté que ce que ça pouvait être le cas l'an dernier. Tu as tout à fait raison là-dessus, mais je trouve que quand tu as Devin Booker dans ton équipe, faire une seule victoire et je crois 8 défaites quand Kevin Durant n'est pas là, c'est dur. Oui. Tu vois, c'est trop dur. Et puis il y a des statistiques qui montent pas, tu vois, il perd 10 points de pourcentage sur son adresse au cercle, il y va moins aussi. C'est dommage, tu vois, c'est dommage, d'autant plus que Mike Budenholzer a vraiment intégré une culture du 3 points et notamment en volume
à ces Suns. Donc en fait, tu te dis, ok, tu vas avoir tout le spacing du monde, etc., etc. Tu as des passeurs autour de toi qui sont très volontaires. Tyus Jones, Monte Morris, quand il joue, Ozoe Godaro, etc., même Kevin Durant. Et je trouve que c'est dommage. J'ai l'impression qu'il ne profite pas de ce qu'il a à disposition. Et mon argument pour l'instant, c'est qu'il est très fatigué. J'espère qu'il va rapidement prendre un petit Guronzan et prouver le contraire. Parce que pour le coup, je fais partie de ceux qui l'ont mis dans un podcast qui ne sortira jamais et qu'on a enregistré avec Matt. Je suis de ceux qui l'ont mis en potentiel candidat MVP dans les saisons à venir. Et notamment cette saison, c'est ce que j'espérais qu'il soit, quoi. Ouais, c'est ce que je dirais pour faire rapidement, pour donner rapidement mon avis sur Booker avant d'enchaîner sur le deuxième et croiser cette question de la fatigue. Voilà, c'est peut-être une déception à la hauteur des ambitions qu'il y a du côté des Suns et des questions qui étaient posées autour de cet effectif construit avec 3 forts joueurs dont on se posait la question de la complémentarité finalement. Vous l'avez dit, on a un KD qui est toujours beaucoup trop fort par rapport à ce qu'il devrait être à son âge, un peu comme un autre joueur dont on reparlera. Et tu l'as dit aussi, Greg, ça se passe très très bien pour Bradley Beal, finalement. Et celui sur lequel on pensait avoir le plus de certitude sur le fait qu'il allait continuer sur une pente ascendante et qu'il entrait dans la période qu'on appelle parfois, par abus de langage, il entrait dans son prime aux alentours de 28 ans. C'est lui qui se met à poser des questions. Donc effectivement, ça crée peut-être ce sentiment de frustration dans le début de saison. Sur l'aspect dont tu parlais, Constant, de peut-être il joue un peu moins sa partition à lui, je rejoins un peu Greg, il y a peut-être cette question de moteur. Donc je fais la transition et on va parler Jeux Olympiques et de moteur un peu enrayé. C'est le sujet, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, aujourd'hui sur ce podcast, je vais faire tous les grands sujets basket de ces dernières semaines. Ça sert aussi à ça le 4 quarts. On va parler, j'ai décidé de parler de monsieur LeBron James. Vous l'avez vu venir. Time. Voilà, exactement. Alors LeBron James, je ne parlerai pas. La stat que j'ai choisie n'est pas celle des 19 3 points de suite ratés. Il a fini par en remettre un au bout d'un moment. C'est plutôt... Alors, c'est une stat qui a des angles morts, mais je trouve qu'elle est assez choquante quand on la voit sur les fiches de LeBron James. C'est sa différence de net rating. Il a moins 19 en on-off. Et c'est la première fois que LeBron James de sa vie, mais oui, probablement, j'allais dire de sa carrière NBA, mais probablement de sa vie basket, même depuis qu'il a pris une balle orange, qu'il est en négatif, et pas qu'un peu, du coup, on est à moins 19. C'est très compliqué, son efficacité est basse, certes, l'attaque est compliquée, mais, et pour rejoindre la question de moteur, ce qu'on voit quand on regarde les Lakers aussi, c'est sa défense, c'est son moteur. On est sur un LeBron James, et il y a plein de circonstances atténuantes, on va y venir, mais voilà, qui n'avance plus, qui est en plus bas en termes de style pourcentage de sa carrière, etc., qui ne jump plus, qui fait beaucoup moins de contestations, qui regarde parfois, on est presque sur les séquences, les quelques-unes séquences Luka Doncic qui avait tourné, parfois on est presque à ce niveau-là pour LeBron James. Donc l'âge se fait ressentir, le nombre de saisons, parce que j'ai aussi vu des comparaisons, malgré tout mon côté Homer avec Michael Jordan. Michael, il a fait quelques petites pauses qui permettent de se reposer, donc au même âge, c'est plus simple de défendre. LeBron James a beaucoup de possessions dans sa carrière, et puis sur les autres circonstances, et je pense qu'on va pas aussi pouvoir faire un parallèle avec Devin Booker un petit peu, c'est cet effectif des Lakers. Au bout d'un moment, LeBron James est aligné constamment avec les joueurs de l'effectif qui sont en difficulté. On parle je pense notamment fantôme de Gabe Vincent, qui a tout donné, qui est devenu Steph Curry sur une série de playoffs, enfin sur une campagne de playoffs. Merci. Une campagne pour depuis être un fantôme. Il jouait avec des Max Christie. Au bout d'un moment, après tous les changements aux Lakers, oui, on peut mettre 1000 questions sur Anthony Davis, qui pour le coup fait plutôt un bon début de saison, même s'il y aurait des choses à dire. Au bout d'un moment, on ne peut plus tout demander à LeBron James. On a changé beaucoup de fois de coach. On a toujours les mêmes problèmes. Malgré, au début, tout le monde a voulu louer JJ Redick. Maintenant, on entend des bruits de couloir comme quoi il serait surnommé JJ Reddit. Alors, ça m'a beaucoup fait rire pour le coup. Mais je ne sais pas si c'est vraiment mérité. On s'en remet à Dalton Cannet, comme j'aime bien l'appeler, qui est un rookie qui fait des belles choses, mais ce qui prouve bien qu'il y a des soucis au niveau des Lakers. Et oui, il fallait bien que ça finisse par arriver. Alors, je pense quand même qu'on est sur un échantillon plus sévère qu'il y paraît. Mais avec ces campagnes des JO que tu mentionnais, Greg, un peu plus tôt, on est sur un LeBron James qui est en difficulté. Alors, pas au point, on ne parle pas d'un des pires joueurs de la Ligue, mais c'est avec ce à quoi il nous a habitués. On est sur un LeBron James qui a du mal sur ce début de saison et qui commence un petit peu à tousser. Il y a beaucoup de kilomètres au compteur. LeBron James a 9 matchs depuis le début de saison où il a scoré moins de 20 points.
savez à combien il était l'an dernier sur l'intégralité de la régulière? Juste sur la saison. Parce que j'ai Juste juste sur la sorti une saison petite- régulière. De match à moins de 20 points. Ouais. 4. Ouais, voilà, j'allais dire 4-5. Non, 13. Mais bon, Ouais. il en a seulement il en a seulement 4 de plus alors qu'il a joué 50 matchs de moins, quoi. La fameuse streak là où il est à 1100 et quelques matchs à 10 points au plus, match face à Oui. Minnesota, il termine à 10 tout pile, hein. Fallait pas que ça s'arrête, hein. Enfin, fallait pas que ça se termine plus tôt. Donc non, en fait, on est dans une situation où franchement, on peut mettre Stephen Curry dans le même lot. Je suis désolé parce que Curry a l'efficacité, mais en fait, au début de saison, les deux ils ont carburé fort parce qu'il y avait du repos. Et plus les matchs s'accumulent, plus tu sens le poids des âges arriver sur eux. C'est-à-dire que, bon, c'était pas prévu, mais je mets les deux dans le même tas. Stephen Curry, bah maintenant il prend des petits pas avant de faire son step back à 3 points parce que tu sens qu'au niveau des genoux, ça commence à grasser aussi. Même au niveau des blessures, il loupe des matchs. Et je trouve que LeBron James, en fait, il est obligé à s'en remettre, enfin, il est obligé de s'en remettre à son QI basket absolument historique pour pouvoir exister. C'est-à-dire que oui, c'est sa saison la plus basse en termes de points marqués. C'est l'une de ses plus hautes en termes de passes décisives. Donc, il est beaucoup dans la distribution parce que c'est l'un des seuls trucs, entre guillemets, qu'il est capable de faire. On va dire que le QI basket, c'est un truc qui va jamais vieillir, entre guillemets, ou sur lequel il va jamais être washed, entre guillemets. Alors que le physique, bah, il va avoir des difficultés. Sur le premier pas, ça va être très difficile. Enfin voilà, pour vous citer quelques matchs, oui, c'est face à une défense historique. Et face à Lou Dort, jamais il doit galérer comme il galère sur le match face à Lou Dort, face à OKC. Donc il y a des situations où sur le premier pas, il est moins bon. Le shot making, qui était une anomalie, notamment à 3 points l'an dernier, eh ben, il est revenu à ses standards habituels. Donc oui, je trouve que LeBron James est dans une situation où plus la saison avance, plus tu sens la répétition et tu sens le poids des âges s'accumuler, sachant que eh ben LeBron, il n'a pas forcément envie de réduire son temps de jeu par minute jouée. C'était déjà un point de friction qu'il avait pu avoir avec Darvin Ham la saison passée, et bah, c'est toujours un point de friction qu'il va avoir cette saison avec JJ Redick. Donc voilà, on est dans une situation où LeBron James n'a jamais eu autant besoin de son QI basket absolument délirant pour pouvoir être performant et pour pouvoir être valuable dans cette équipe des Lakers. Et je rajoutais juste une chose parce que ça m'y fait penser Constant en envoyant la balle grecque. C'est vrai qu'aussi on voit du coup avec cette absence, cette fin de domination physique qu'il a quand il se retrouve face à des défenseurs, des jeunes joueurs en face très athlétiques, on voit une frustration de LeBron James, une frustration dans son body language, etc. Une frustration de ne pas pouvoir enfoncer tel joueur, qu'il a un play en tête, justement, tu disais, se dit ok, je peux le jouer comme ça, et en fait, Ouais. on sent que le corps ne suit plus ce qu'il a en tête, et ça commence à se... Enfin, j'ai l'impression de le voir, alors on est sur quelque chose de très peu quantifiable, mais voilà, c'est une impression que ça donne aussi. Je pense qu'on est sur une fatigue passagère hein, quand même. Je pense pas que LeBron James, d'une saison à l'autre, puisse aussi vertigineusement s'effondrer. On a le même âge. Moi, je me suis effondré bien plus tôt. Blague à part, je pense pas. Par contre, effectivement, je pense que les Jeux Olympiques n'ont pas fait de bien à LeBron James, Steph Curry, Devin Booker et ceux qui, dans le 5, ont été les moteurs principaux disons des Olympiades américaines. Et Même on Bam, pourrait. Alors, j'allais y venir, j'allais juste rajouter, et on Pardon. pourrait rajouter Bam, parce que Bam, tu vois, son impact offensif au 8, tu l'as dit Constant tout à l'heure, il n'est pas à la hauteur des attentes qu'on pouvait placer en lui cette saison. Donc on peut questionner effectivement l'impact des Olympiades américaines sur le niveau de jeu des anciens, et en tout cas du 5 titulaire de l'équipe états-unienne. Mais on peut s'en tenir aussi aux faits, juste, et ne pas aller en conjecture, pardon. Mais c'est la première saison de toute sa carrière où LeBron James est négatif sur l'ensemble des four factors de son équipe. Il est à moins 5, il est dans le 5e centile négatif du coup des points par possession, donc il enlève 11 points par possession à son équipe, 11%, pardon. Il est donc à moins 0,9 sur l'efficacité, il est à plus 2% de turnover pour son équipe quand il est sur le terrain, et il est à moins 7 lancers francs provoqués, et là il est un des plus mauvais de la ligue puisqu'il est dans le premier centile. C'est vraiment pour le coup un impact lunaire de la part de LeBron James. Si vous allez sur Cleaning Glass, vous verrez que la ligne soit bleue sur Cleaning de la glace, ligne est bleue, quoi. C'est-à-dire ça n'est pas LeBron James, c'est quelqu'un d'autre. Et tu disais effectivement que on sent une sorte de difficulté à transcender son physique, ce qu'il a fait pendant plein de saisons depuis qu'il a
dépasser la trentaine. Hein. C'est clairement la 10e saison après ses 30 ans. Mais là, le voir se faire cueillir parce que Lou Dort, ça fait X années qu'il est en NBA. Ils se sont déjà affrontés. Lou Dort connaît LeBron James. Il sait comment le défendre, quand même il y soit peut-être moins arrivé au début de sa carrière, Lou Dort. Mais Ryan Dunn a accueilli LeBron James. Il l'a enfermé, il l'a muselé, il l'a mis en prison. Ryan Dunn est rookie. Donc, effectivement, c'est terrible de voir LeBron à ce niveau-là, en tout cas en attaque et comme en défense, hein, parce que la défense, évidemment, ne suit pas non plus. Il s'en tient effectivement au QI basket, mais j'ose espérer qu'en fin de saison, peut-être après un peu de repos, de load management dissimulé, etc., j'ose espérer qu'on voit quand même un nouveau printemps fleurir pour les LeBron James à partir du mois de mars-avril. J'ose espérer. J'ai quand même un gros doute. Est-ce que la problématique, je te renvoie là-dessus, Constant, parce que je t'ai vu aussi faire la moue, est-ce que la problématique est pas un peu la même que, voire même pire d'ailleurs, que celle pour Booker ou pour cette conférence Ouest où les défaites coûtent cher, où tu as besoin de gagner des matchs pour arriver en play-off et pas forcément faire les play-in qui te rajouteront des matchs qui seront un peu plus de fatigue. Bref, est-ce que ça va être possible? Et tu parlais en plus, Constant, de cette guerre des minutes de LeBron James. Est-ce qu'on veut y croire? On veut y croire, ça oui, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Bah, de toute façon, il y a bien un moment où la saison de trop, elle va arriver. Hein. Enfin, pas la saison de trop, parce que voilà, il sera jamais comme les dernières saisons, je sais pas, de Vince Carter ou de Kevin Garnett, où c'était vraiment les fantômes des joueurs qu'ils ont été. Tracy McGrady. Voilà, bon, T-Mac, ça c'est pour d'autres raisons. Lui aussi, top 10. Carmelo Anthony. C'est différent. Merci à tous, fin du podcast, on se retrouve la semaine prochaine. C'était juste pour voir la réaction d'Adrien. C'est différent parce que Melo, il avait su se réinventer un peu à Portland. Donc c'est un peu différent. Mais non, mais on est dans. Enfin, tu vois, tu parlais du fait qu'il y allait avoir une saison où tu allais sentir que c'était vraiment la chute de LeBron James. J'ai un peu l'impression que c'est cette saison. Tu vois, bien que tu parlais du fait que potentiellement, avec un peu de repos, avec un peu de load management, est-ce que LeBron veut vraiment un peu de repos et un peu de load management? Ça, je suis pas convaincu. Et franchement, alors c'est peut-être qu'une impression, mais quand je l'entends dire, je suis juste content de pouvoir jouer le jeu que j'aime, enfin de pouvoir jouer au jeu que j'aime. T'as l'impression que même lui commence à être un peu résilient en se disant bon allez, on commence à arriver à la fin du voyage, où il y a cette perte de niaque, j'ai l'impression, qui moi m'embête un petit peu du côté de LeBron James. Et une petite dernière stat pour montrer qu'on commence potentiellement à arriver sur la fin. Vous avez parlé du fait que au niveau des four factors, il était en bleu partout. C'est sa saison avec le turnover percentage le plus haut depuis le début de sa carrière. Alors forcément, il y a plus de playmaking, donc factuellement et fatalement, plus tu fais de passes, plus tu as des chances de provoquer des pertes de balles, mais c'est sa saison où il perd le plus de ballons, quand bien même son usage baisse. Donc attention. Après, c'est normal, il a 40 ans, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes all-time. Enfin voilà, on va pas lui reprocher. Il est encore très solide, il sera encore titulaire All-Star Game parce qu'il a tous les passes droits, mais on est sur la saison où il est, on va se dire, c'est la première saison, tu vois, où LeBron James, ce sera peut-être plus un nom que tu mets automatiquement dans le DH20, par exemple. Ouais, pour résumer l'aspect mental aussi que tu disais, c'est vrai que c'est difficile d'entretenir cette flamme, cette volonté. On est sur un compétiteur, évidemment, hein. Ça va de soi quand on parle de LeBron James, mais d'entretenir cette flamme quand tu n'en perçois plus la possibilité de victoire au bout, et tu ne l'aperçois plus pas seulement cette année. Ça fait un petit moment que tu l'aperçois plus. Donc forcément, il y a aussi une fatigue qui va avec. J'imagine que c'est beaucoup plus simple de rester compétitif, d'avoir envie de tenir le coup mentalement, hein. J'entends dans un premier temps, le physique est autre chose, c'est à part. Mais quand tu vois que tu peux gagner là, tu te dis, même si on avait LeBron James, alors prime, non, mais à un très bon niveau comme l'année dernière, je pense qu'il est aussi lucide que tout le monde. Il voit bien que ça suffira probablement pas du côté des Lakers. Donc ça rajoute à la difficulté. On a parlé des anciens, de ceux qui ont commencé à avoir un peu de mal, ou peut-être ceux qui étaient en tout cas au JO, parce que qualifier Booker d'ancien, c'est peut-être un peu sévère. Est-ce que vous avez quelques noms que vous avez envie de mettre en exergue? Je vais en citer quelques-uns pour démarrer aussi. Moi, c'est une inquiétude aussi. On en a parlé d'ailleurs, on a un petit peu parlé dans la conversation de Kebdo de Scoot Anderson du côté de Portland. Alors, il y a des choses positives du côté de Portland, pour en parler. Tu l'as évoqué un petit peu, Greg. Scoot, ça devient dur. Je sais pas, c'est dur de s'inquiéter aussitôt dans la carrière d'un joueur, mais il y a des choses qui commencent à marcher, notamment dans le backcourt du côté de Portland. Il a pas l'air d'en faire beaucoup partie, même s'il continue de beaucoup driver.
J'ai l'impression de le voir parfois un peu plus dans l'hésitation, ce qui devait être sa force. Il est très peu en réussite, ça aide pas. Il est dans le 28e centile, là, je viens de voir, en réussite. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, Scoot Anderson, j'ai un petit peu peur pour lui. Et puis il y a un nom qu'on n'a pas cité, mais qui mérite un petit taquet, et ça te fera sourire, je pense, Constant, c'est un certain Jamal Murray. Il y a des soucis du côté de Denver. Je pense quand même qu'on attend un petit peu plus de Jamal Murray. Et voilà, je ne ferai pas beaucoup plus long. Si l'un de vous veut attaquer quelqu'un avec, bien sûr, 5 guillemets. On peut rajouter des André Ayton du côté de Portland. Et puisqu'on parle de Murray, on peut parler de Keegan aussi, du côté des Kings. Voilà, je citerai ces deux-là tranquillement. Ça a flagué. Du coup, que je repasse après, ça flague parce que ça aurait pu faire une transition toute trouvée pour l'équipe négative. Mais non, oui, c'est vrai. Non, mais moi, il y a quelques noms. Je suis désolé, Trae Young, il a beau être à 12 passes décisives, la perte d'efficacité sur ce début de saison est catastrophique. Même s'il met un game winner face aux Lakers, là, la perte d'efficacité est assez catastrophique. Moi, je voudrais juste citer une stat. Parce qu'on a parlé de Tyrese Haliburton pour Indiana, mais moi, je voudrais citer un nom, c'est celui de Miles Turner. Parce que Miles Turner, déjà, il fait quasiment x2 en termes de perte de balles comparé à l'an dernier. La plupart de ses pertes de balles, c'est John Hollinger qu'on a parlé, c'est juste parce qu'il essaye de servir Pascal Siakam mais qu'il n'y arrive pas. C'est surtout si on prend les 7 joueurs qui ont le plus haut total en termes de comptes par match de toute la NBA et qu'on prend la perte d'efficacité qu'ils infligent sur les joueurs qui les attaquent au cercle. Donc en 1, vous avez Victor Wembanyama, il a un moins 16% de perte d'efficacité pour les joueurs au cercle. Deuxième, c'est Walker Kessler, il a un moins 15%. Chet Holmgren, troisième, moins 18. Ah, bon, Chet Holmgren qui était 10 points sur sa blessure. Bref, ça, c'est un autre débat. Il y a Brook Lopez, bon concurrent. Il a un moins 3,6. Donc là, déjà, c'est pas beaucoup. Il y a Donovan Keegan qui a un moins 17. Et il y a monsieur Miles Turner qui est un moins 6. Voilà, donc c'est bien. Il fait des comptes en termes d'efficacité, de perte d'efficacité des défenses adverses ou des attaquants adverses quand ils attaquent sous le cercle. T'es pas au niveau des protecteurs de cercle. Donc Miles Turner, ça n'a jamais été un énorme protecteur de cercle en termes de perte d'efficacité. C'est un joueur qui faisait des comptes, mais qui était jamais un énorme protecteur de cercle. Non, on arrive vraiment dans pas du parodique, mais on arrive un petit peu dans des situations où c'est bien, tu fais des comptes, mais en fait, jamais t'es dissuasif et jamais t'infliges une réelle perte d'efficacité aux attaquants adverses, quoi. On pourrait citer Podziemski aussi. Mm. C'est un nom qui revient souvent du côté des conversations d'un Kepto, mais Pods côté Warriors, c'est pas la folle non plus, malheureusement. Oui. Il y a quelques doutes aux Warriors. C'est vrai que Constant, tu as un peu évoqué le cas Steph Curry. C'est vrai qu'on est un peu sur aussi le même chose d'une équipe qui est en proie au doute, même si bon, là pour le coup, Steph lui arrive à garder l'attaque de son équipe à flot quand il est sur le terrain. Mais c'est vrai que du côté des role players au sens large et du projet Podziemski, on salue évidemment, shout out à Alan Guillou. On espère que ça ira mieux sur la suite de la saison. Retournons dans le positif. Je vous propose de refaire un petit peu de positif avant de retomber sur les gens. Passons au collectif, justement, passons aux équipes. Constant, tu viens d'avoir la parole, mais c'est pas grave, on y retourne, on va garder l'ordre, comme ça au moins je ne me perds pas dans le fil de ce podcast. C'est plus simple. Quelle équipe, Constant, te fait plaisir sur ce début de saison, ce premier quart de saison? Alors, on a un gros problème. C'est-à-dire que je voulais parler d'Orlando et je ne sais pas si vous avez Twitter allumé, cher Greg et cher Adrien, mais sachez que Shams a posté la news comme quoi Franz Wagner sera absent 4 semaines minimum au moment où on enregistre. Donc en fait, je voulais parler d'Orlando en positif, sauf que Franz Wagner il est out pendant minimum un mois pour la même blessure à l'oblique. Il me semble que c'est la même blessure que Paolo Banchero en plus. Donc je sais plus, il y a un joueur qui s'est fait l'oblique, un joueur qui était élevé qui s'est fait l'oblique. Donc je me retrouve un peu dans une impasse à me dire est-ce que je parle vraiment d'Orlando en positif, parce que tout ce que je vais dire de bien va être caduque de par la blessure de Franz Wagner. Donc au pire, je vais vous faire un espèce de 2 en 1. C'est bien celle de Banchero, right turn oblique. Ouais. C'est la même blessure que Paolo Banchero, donc c'est quand même extrêmement coup dur pour Orlando. Donc je vais vous faire un 2 en 1, je vais improviser dans l'épisode. Donc je voulais parler d'Orlando en positif parce que ils sont en 13-7 depuis la blessure de Paolo Banchero, justement avec un Franz Wagner qui avait pris une augmentation de volume et qui évolue à un niveau All-Star, hein. On va être très honnête, qui évolue à un niveau MIP, qui évolue quasiment à un niveau All-NBA, et toujours avec ses role-players qui sont quand même intéressants, que ce soit les Mo Wagner, que ce soit les Jalen Suggs, que ce soit les Goga Bitadze. Enfin, c'était une équipe qui, sans excusez-moi,
sans réellement faire des coups d'éclat, sans battre des très grosses équipes, avait quand même réussi à sortir un petit peu de ce lot d'équipes qui jouent le play-in de la conférence Est et à viser un petit peu vers le haut. Mais là, du coup, avec la blessure de Franz Wagner, ça va être compliqué parce que là, ils vont se retrouver minimum 2 semaines, je pense, sans ni Franz Wagner, sans Paolo Banchero. Donc peut-être que ça va plonger au classement. Donc voilà, je voulais parler d'Orlando en bien, mais la blessure de Franz Wagner impacte un petit peu tout. Donc l'autre équipe positive sur ce début de saison, et là je vais faire un SO à Monsieur Tom Feller, c'est Memphis. Memphis, je l'avais dit dans la preview, si les joueurs étaient en santé, j'avais aucun doute sur le fait que Memphis allait être une machine en saison régulière. Ils n'ont pas forcément été en santé, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont loupé des matchs, notamment avec Ja Morant, notamment avec Desmond Bane, mais en fait cette équipe est tellement profonde. La profondeur de cette équipe de Memphis est très forte, c'est-à-dire que oui, Memphis, ils ont pas Ja Morant qui évolue à un niveau de MVP comme c'était le cas il y a 2 ans. Jaren Jackson Jr. est un joueur positif que j'aurais pu mentionner, tout comme Santi Aldama, qui fait un super début de saison, un petit peu dans la lignée de ce qu'il faisait, de ce qu'il a pu faire avec l'Espagne lors de la courte apparition des Espagnols au JO. Mais vraiment, t'as des situations, Memphis, j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu au standard d'il y a 3 ans, la saison 2021-2022, quand ils font deuxième, où c'est pas vraiment le 5 majeur qui t'éclate. Par contre, ils ont un banc tellement profond que vraiment, ils ont une rotation à 10 qui est extrêmement solide. Avec Santi Aldama, bon, Santi Aldama est titulaire, mais potentiellement avec Jake Laravia, qui n'a pas, la team option n'a pas été activée, mais était quand même intéressant. Avec Jay Huff, avec Scottie Pippen, avec Marcus Smart qui est en sortie de banc, sans même pas avec Jalen West, bien sûr, le rookie qui est très intéressant et qui lui aussi navigue un petit peu entre le rôle de titulaire et le rôle de remplaçant, même s'il commence de plus en plus à s'affirmer en tant que titulaire, avec le retour de Luke Kennard. Et on n'a pas encore parlé de Vince Williams ni de Gigi Jackson. Donc, je trouve que la rotation de Memphis, pour le coup, elle est vraiment extrêmement solide. Et ouais, sur ce début de saison, Memphis possède le même nombre de défaites que Houston, qui est deuxième de la conférence Ouest, avec un certain nombre de blessures. Donc oui, je voudrais SO un petit peu Memphis, quand bien même ils perdent des matchs qu'ils ne devraient pas forcément perdre, notamment ce fameux match à Dallas, où Dallas tente, je sais plus, 24 lancers francs dans le quatrième quart-temps, et où Memphis perd complètement ses moyens, et où là, on retrouve un petit peu la faiblesse, j'ai envie de dire, qu'a pu connaître Memphis depuis le début de l'ère Ja Morant, c'est que l'exécution dans le quatrième quart, notamment sur demi-terrain, est pas toujours extraordinaire. Mais au global, je trouve que le début de saison qu'est capable de produire Memphis est de très bonne facture. J'ai failli les choisir. J'ai failli choisir Memphis, tu vois, il y a cet après-midi, quand je me suis penché sur le sujet des équipes dont on allait parler, j'ai choisi une autre équipe, mais Memphis a failli faire le cut. Et clairement, pour toutes les raisons que tu as citées, mais particulièrement, et on l'avait dit d'ailleurs quand on avait préparé la saison, que Memphis avait profité de la saison et demie avec ses titulaires absents pour développer des joueurs en leur donnant des responsabilités, en les faisant adhérer à la culture Memphis et au coaching de Jenkins. Et clairement, là, tu en récoltes les fruits, quoi. Là, Memphis est en train de récolter les fruits de cette année et demie de patience et de développement, d'aller chercher des joueurs en two-way, finalement les intégrer complètement au payroll de la franchise. Et ça marche vraiment très bien. Et en plus, c'est cool à regarder. C'est vraiment cool à regarder. Et c'est cool. Donc, franchement, regardez Memphis, regardez les Grizzlies. On passe le bonjour à Tom. Et voilà, Memphis régale. Ouais, j'aurais pas beaucoup de choses à ajouter, si ce n'est qu'il faut s'attendre, c'est bête de le dire ça dans l'équipe positive, mais au contre-coup de tout ce que tu viens de dire, Constant, de cette profondeur d'effectif, de ce nombre de joueurs. Alors, c'est encore une fois un mal pour un bien, ça c'est paradoxal tout ce qui se passe au Grizzlies, c'est comme tu as encore souvent des blessés, heureusement tout le monde arrive un petit peu à avoir ses minutes ici et là, ses responsabilités, et donc on voit tout le monde qui peut contribuer. C'est bien, une fois que tu auras tout le monde, comment tu vas pouvoir distribuer tout ça, que ce soit le temps de jeu, les responsabilités, les possessions. Ce sera quelque chose à surveiller, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez fou parce que justement, on est sur une équipe où tous les malheurs lui tombent dessus. En tout cas, en termes de blessures, ça ne s'arrête pas. On a l'air de jamais s'en sortir. Même là, tu avais le projet Zakidi, qui était un peu l'annonce en grande pompe avec le retour de Ja Morant. Et ça retombe à l'eau en début de saison. Enfin, mentalement, ça peut être assez dur du côté des Grizzlies, mais on trouve quand même des motifs de satisfaction. Tu l'as dit, Greg, l'année dernière, on a découvert des joueurs, notamment Vince Williams, qui a été assez flamboyant. Et là, cette année, on voit que dans différents rôles, on trouve, chacun trouve sa place, des Laravia, des Scottie Pippen Jr. Donc il y a toujours ce côté cool. C'est vrai que Memphis fait très plaisir. Et évidemment, une nouvelle fois, shout-out à notre cher Tom Feller.
Du coup, Mais- Greg, est-ce que toi, tu as un malheur qui t'arrive? Est-ce que Sham Charania vient de tweeter sur l'équipe que tu Peu as appréciée en ce importe. début de saison? Non. Peu importe, parce que finalement, je vais parler des Brooklyn Nets. Donc, même s'ils ont un joueur blessé Milan, ça va pas changer le cours de leur saison, dont l'objectif est quand même de tanker, n'oublions pas. Donc, moi, l'équipe positive que j'ai sur ce 4 quarts, bah, c'est les Brooklyn Nets. Alors, c'est une équipe qui n'est pas en positif sur son bilan, pour l'instant, évidemment. Mais c'est une équipe qui, honnêtement, me surprend beaucoup. Alors, euh, oui, si, elle me surprend beaucoup sur ce début de saison, même si quand ils ont signé cet été Jordi Fernandez, j'attendais déjà beaucoup et j'étais très optimiste sur cette signature parce que Jordi Fernandez était un coach qui avait montré des très belles choses en tant qu'assistant du côté de Denver, puis de Mike Brown à la grande époque des Kings, et qui ensuite avait construit une défense de fer avec le Canada et le matos à disposition du côté du Canada, donc notamment chez Lou Dort et Dylan Brooks. Donc j'avais vu ça d'un bon oeil, mais je m'attendais pas à ce que tout se passe aussi bien dans le projet de reconstruction des Nets. Parce qu'il faut remettre un peu dans le contexte. Les Nets perdent Michael Bridges cet été, signent Jordi Fernandez après n'avoir pas pu pick au premier tour de la draft 2024. Ils avaient seulement des seconds tours. Leur pick était parti du côté de Houston, si je me trompe pas. Et donc la principale acquisition de l'été, c'était Jordi Fernandez. Là-dessus, tu te dis, ok, on est enfin sur de la reconstruction. Et les prévisions qu'on avait pour eux, c'était bottom conférence Est avec nos potes des Wizards, aller chercher un lottery pick qu'ils n'ont pas eu depuis Derek Favors en 2010. Hein. Les Nets ne sont pas en lottery pick depuis 2010, donc depuis 14 ans. Et donc, ça fera 15 ans donc en 2015. Et C'est là, pas comme s'ils avaient eu 15 ans de winning season. Hein. Ouais, ça, en plus, en plus. Et du coup, pour moi, c'est l'équipe sur ce début de saison qui représente le mieux la notion de reconstruction. C'est-à-dire que à la fois, tu fais briller les profils expérimentés pour augmenter leur valeur sur le marché des trades, tu vois, et d'un autre côté, tu laisses aussi la place aux jeunes pousses de se développer. Et je trouve que Jordi Fernandez arrive parfaitement à faire les deux. Et notamment, tu vois, Constant, tu en parlais plusieurs fois, tu as distillé le nom de Cam Thomas dans ce pod. On attendait effectivement que Cam Thomas soit très responsabilisé, notamment en attaque, et on se disait, OK, le seul truc qu'il faut absolument qu'il améliore, c'est son efficacité, parce que sur les saisons précédentes, c'est un peu cata, donc il faut qu'il bosse là-dessus. Mais effectivement, il bosse un peu là-dessus, mais il bosse sur d'autres choses, et il n'est pas tout seul à bosser, parce que dans le jeu, tout n'est pas positif, sinon le bilan évidemment serait positif. Là, c'est pas le cas, mais c'est déjà fun pour les 33 personnes qui vont au Barclays Center quand les Nets jouent. Il y a vraiment personne. C'est parce qu'ils n'ont pas eu de ticket au Madison Square Garden. Ouais, exact. C'est possible. C'est trop cher. Possible. C'est possible. Et en fait, c'est fun pour ces gens-là parce qu'il y a des principes de jeu instaurés par Jordi Fernandez qui sont vraiment cool et qui sont modernes. Il y a déjà la capacité dans l'effectif à pouvoir jouir de la présence de différents playmakers en même temps sur le terrain. Donc tu as Schroeder, Cam Thomas, Ben Simmons, et de temps en temps, tu as aussi le playmaking de Cam Johnson qui est en train de progresser sur cet aspect-là du jeu. Dennis Schroeder. Oui, j'ai cité Schroeder, Cam Thomas, Simmons. Non, je t'en prie. Schroeder, Cam Thomas, Simmons, et du coup, un petit peu de Cam Johnson qui progresse sur le playmaking offensif. Ensuite, tu as le deuxième line-up avec le plus de minutes, c'est 3 ball handlers dans le 5, et notamment Schroeder, donc Cam Thomas et Simmons. Tu as l'association Claxton-Simmons qui a été abandonnée, parce que c'est moins de 400 minutes jouées sur un ensemble de 5500 minutes possibles et déjà jouées par les Nets. Et tu sens, dans la construction du jeu, qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en place et qui sont très directives. Tu vois, on sent vraiment que ce sont des consignes du coach Jordi Fernandez. Et notamment la recherche du meilleur shoot. Tu as beaucoup d'extra passes dans le jeu offensif des Nets. Tu as des actions qui impliquent la circulation de balles, même si l'usage de Cam Thomas explose au-dessus de 30% et qu'il est prépondérant à la finition, puisqu'il joue avec plus de 17 tirs par match. Du coup, autour de ça et dans ce jeu, ben, tu mets tout en place pour montrer la qualité de tes vétérans. Tu as Dennis Schroeder qui est un meneur-scoreur à super bon volume, même si l'efficacité est discutable. Tu as Cam Johnson qui est shooter élite à 114 de true shooting et à 43% à 3 points. Tu as Dorian Finney-Smith qui est un shooter ultra respecté et qui tourne à 42% à 3 points au-dessus aussi. Et du coup, bah, c'est tout ce que tu veux faire dans une reconstruction, montrer tes vétérans pour les rendre hyper attractifs sur le marché des trades, et ben c'est fait.
grâce à Jordi Fernandez et à ce qu'il installe dans le jeu. Et clairement, les 3 joueurs que je viens de citer, c'est des super bonnes pioches pour n'importe quelle équipe qui joue le titre cette saison. Tu vois, moi, Dorian Finney-Smith aux Suns, je prends tous les jours. Cam Johnson, je prends tous les jours, même s'il était mauvais. Mais c'est un sujet affectif, on n'en parle pas. Et de l'autre côté du terrain, en défense, tu as aussi des très bons préceptes qui, je trouve, sont importants d'instaurer dès les étapes de reconstruction. Je pense que c'est aussi ce que fait en attaque Billy Donovan pour comparer avec les Bulls dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire que là où Billy Donovan, lui, met du playmaking et de la circulation de balles en attaque, Jordi Fernandez, lui, il installe en défense des principes qui sont, à mon avis, super bons quand tu les mets dans la tête des jeunes pousses qui, en plus, il n'y a aucune superstar, à part Cam Thomas, potentiel, tu vois. Dans l'équipe des Nets, Claxton ne sera jamais une superstar, ce sera barely une star d'ailleurs, mais du coup, tu as des principes comme le switch all qui a remplacé complètement le drop de Jacques Vaughn, tu as un système défensif qui implique tout le monde et notamment sur les lignes extérieures avec beaucoup de trappes sur les meilleurs joueurs arrière. Moi, les Nets me régalent. À chaque fois que je les vois jouer, ça perd 2 matchs sur 3, mais à chaque fois, tu prends plaisir à regarder cette équipe qui joue, quoi. Voilà. Et en plus, pour le peu qu'a joué Ben Simmons cette saison, ben, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je retrouve un peu du Ben Simmons que j'ai aimé aux Sixers avec ce gros impact défensif et en plus cette capacité de générer du jeu en attaque. J'ai fait un tunnel de 1000 ans, mais j'adore ces Nets et il fallait que je crie mon amour pour eux sur ce début de saison. C'est un peu ce que j'allais dire. Voilà un beau plaidoyer. Hein, finalement, on a senti tout le j'ai préparé mon dossier. Perry Mason pour ceux qui ont la ref. Magnifique plaidoyer sur les Nets. Que dire, Constant, est-ce que tu as ajouté quelque chose? Parce que je crois que tout a été dit. Si ce n'est que, effectivement, je rappelle le début. C'est super tout ça. Bon. Mais ça perd. Voilà. Le job is done. Le seul truc que je vais dire, parce que le compteur est en train d'exploser, et là, j'en imagine un qui est en train de monter l'épisode, qui est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu sur cet épisode? Parler des Nets. C'est Ben que je salue et que je soutiens, Ben, dans cette épreuve difficile de voir le compteur de cet épisode. L'over-under des Nets, c'était à 17.5. Ils sont à 10 wins au bout de 25 matchs. Voilà. C'est juste ce que j'ai envie de dire. C'est qu'ils ont déjà 60% de leur over-under alors qu'ils ont joué un quart de la saison. Voilà. Et ben magnifique, c'est bien lancé. Constant, écoute, enchaîne comme ça, par ça ton tunnel à toi. Non, j'ai fait. Mais non, tu viens de le faire, tu l'as déjà fait. Voilà, c'est moi. Oui. Voilà, le tunnel m'a perdu. Moi, il y a un moment donné, j'ai plus la lumière. Je suis désolé. T'inquiète, je vais intervenir sur cette équipe-là. Il est possible que j'ai vu 2 ou 3 matchs de cette équipe cette année. Possible. Voilà, évidemment, vous l'avez compris, puisqu'on l'a sous-entendu quelques fois, notamment au début du podcast. On va parler. J'ai décidé de parler. Non, c'est pas vrai. Du Thunder d'Oklahoma City et notamment de la défense du Thunder. On a évoqué le nom de Chet, très constant, et même sans Chet, quelle défense extraordinaire. Le Thunder qui avait récupéré ce cher Alex Caruso Otro, qui avait été cité du côté des Bulls, et quelle défense. Alors la stat que j'ai pris pour illustrer tout ça, je l'ai piqué à Stefano, que je vous invite à suivre, très 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 bon analyste NBA, qui est celle de la relative defensive efficiency. Donc en gros, la différence d'efficacité défensive, de defensive rating si vous préférez, relativement au reste de la ligue. Vous voyez, quand il y a les plus, les true shooting plus, la même chose avec un defensive rating. Le Thunder, c'est moins 9.04. Je l'ai remis à jour là juste aujourd'hui. Moins 9.04. Pour vous faire la liste, à peu près pour voir, sachant que le site qui fournit tout ça, qui est PBP Stats, ne remonte pas avant les années 2000, on a quand même du très très beau monde. Les deuxièmes, depuis donc les années 2000, ce sont les Spurs 2003-2004 à 8.5. Donc déjà, ça fait 0.5 de différence. Les troisièmes, ce sont les Celtics de 2007-2008 à 8.23. L'avantage, c'est que Stefano, il est allé chercher un peu plus loin dans l'histoire. On peut penser les Bulls de 96, les Bulls Jordan, Pippen à 5.8. Bof. Les Knicks de Pat Riley, 93 pour leur meilleure stat, 8.3. Les seuls au niveau au-dessus de ce Thunder, pour l'instant, bien sûr, on est toujours au quart de saison, sont les Celtics de 1965. Donc ça fait un peu loin, ça fait remonter un peu loin. Il y avait peu d'équipes en plus, donc pour le différentiel par rapport à la moyenne. Voilà, par rapport à la moyenne, ça aide. Et c'était à 10.8. Donc c'est plus haut, c'est quand même bien plus haut, ça va être difficile à aller chercher. Mais tout de même, ça fait plusieurs choses. Déjà, première chose à remarquer, c'est effectivement qu'il y a des grosses différences avec cette stat
j'ai un peu vu en allant voir un peu plus près ce qui se passe. Il y a beaucoup de différences de niveau cette année entre toutes les équipes, en tout cas sur ce début de saison. Il y a des très très grosses différences. C'est un peu le miroir de l'attaque d'ailleurs de l'autre côté. On a des grosses différences de niveau donc défensif là, ce qui nous intéresse, ce qui fait que ça crée des écarts par rapport à la moyenne. Donc, on pourrait dire c'est une conclusion hâtive. Mais tout de même, je citais un peu plus tôt Krishnan Arsu qui disait que donc au bout de à peu près 15 matchs, on a le defensive rating moyen. Donc normalement, ça ne devrait pas beaucoup bouger. Et autre fait que Constant a commencé à citer, les déflexions. On a 5 joueurs du Thunder qui sont dans le top 50 de ces fameux stocks. On a les Jalen Williams, les Cason Wallace, les Caruso, qui sont dans le top 10 d'ailleurs pour cela, et Lou Dort et Shea qui sont un petit peu plus loin. En défense en isolation, ils sont premiers de la ligue de très très loin. 0,77 points par possession en isolation qui résume. Et évidemment, tout ça, sans parler de Chet ou encore d'Hartenstein qui a fait un peu son arrivée, où effectivement le sample est un tout petit peu petit, mais qui sont très hauts, notamment sur le bloc pour ça, sur la dissuasion. Constant en a parlé sur Chet. Bref, il n'y a pas de maillon faible dans cette équipe. Et Greg, pour terminer, je reviendrai là-dessus. Tu parlais de la beauté de la défense. C'est propre, les rotations sont rapides, ça n'hésite pas, c'est fluide. La défense du Thunder, ça défend fort, ça défend collectivement, c'est un plaisir. Alors oui, on les attendait, oui, il faut peut-être tempérer les attentes, j'en sais rien. C'est un régal, cette défense du Thunder. Voilà mon plaidoyer à moi. Je sais pas. Moi, j'ai rien à ajouter, c'est parfait. J'ai rien à ajouter. J'ai vu 3 ou 4 matchs, je crois, du Thunder cette saison. Je suis impressionné par la faculté de chaque joueur d'être pertinent en défense. Il y a vraiment quasiment aucun maillon faible. Et quand c'est un maillon faible, c'est qu'il est faible à l'intérieur du Thunder, donc c'est relatif. Mais tu le mets dans l'absolu de la NBA, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. N'importe quelle équipe pourrait prendre le moins bon défenseur du 5 du Thunder et en faire son meilleur défenseur, ou presque. C'est absolument hallucinant. Ils sont à la défense que Boston est à l'attaque, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun maillon faible. Et tu as Chet Holmgren qui est à l'infirmerie, et tu n'as pas eu Isaiah Hartenstein, et pour l'instant, tu n'as jamais eu cette doublette ensemble sur le terrain, ou en tout cas cette rotation, si jamais ils ne jouent pas ensemble sur le terrain parce que Daigneault le décide. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. C'était déjà très propre l'an dernier. Tu rajoutes Alex Caruso dans la soupe. Voilà, c'est le sel et le poivre. Hein. C'est l'assaisonnement. Et le Jalen Williams que tu as cité rapidement dans les mentions. Ouais, et le Jalen Williams qui joue pivot comme si c'était Magic Johnson en finale NBA. C'est proprement hallucinant. Voilà. Donc, moi, je le dis, Jalen Williams, c'est Scottie Pippen. Traitez-moi de fou si vous voulez. Si vous voulez. Traitez-moi de fou si vous voulez. Non, mais c'est juste pour faire un clin d'œil à Tom qu'on réembrasse une deuxième fois. Non, mais vraiment, pour le coup, Oklahoma City, c'est absolument impressionnant. Moi, Constant, est-ce que tu peux l'admettre que c'est cool quand même? Bien sûr que c'est cool. Non, mais après, moi, j'attends le mois de mai. J'attends peut-être même le mois de juin pour commencer à dire que c'est cool. Moi, il y a juste 2 stats que je voudrais citer. La première, c'est que OKC a plus d'interceptions que de pertes de balles. Ça n'est jamais arrivé aussi loin dans la saison depuis que les steals sont comptabilisés. Ça fait 50 ans. C'est jamais arrivé. Voilà, c'est la stat. C'est absolument fou. Je pense que là, pour le coup, c'est un truc fou. Enfin, faut quand même bien se rendre compte de toutes les équipes défensives qu'il y a eu dans l'histoire. Jamais. Ça veut dire que tu as aussi une attaque propre de l'autre côté. C'est aussi ça le pendant de cette stat. T'es l'équipe qui provoque le plus de turnover en défense et t'es l'équipe qui perd le moins de ballons en attaque. Donc le jeu de la possession, ouais, tu te prends des rebonds offensifs sur la tronche, mais au jeu de la possession, tu gagnes quand même. Et moi, l'autre stat que je voudrais citer, c'est que on est dans une NBA où il y a du scoring dans tous les sens, machin. Je crois qu'il y a genre 6 joueurs qui ont marqué plus de 25 points face à OKC depuis le début de saison. Et sur les 6 joueurs, il y a Russell Westbrook. Il y a PJ Washington, bon, évidemment, toujours lui. Et après, il y a Stephen Curry. Il y a oui, de toute façon, lui, c'est vraiment, bref. Et je crois, il y a Stephen Curry, DeMar DeRozan, et il m'en manque quelques-uns. Mais en gros, il y a que 6 joueurs, je crois, maximum, qui ont scoré plus de 25 points sur un match face à OKC cette saison. Et Fred VanVleet. Voilà, j'ai oublié Fred VanVleet, bien sûr. Comment oublier la perf de Fred VanVleet? Vraiment la crème de la crème, quoi. Ouais, voilà. Donc, vraiment, t'es dans une situation. Non, mais défensivement, je vais être très honnête. Enfin, c'est absolument incroyable ce qu'on voit défensivement du côté d'OKC. Et on va voir comment ça va se passer. L'attaque commence aussi à prendre un petit peu en rythme après un début de saison qui patinait quand même dans les
prendre largeur. Tu es 7e à l'offensive rating sur Clean the Glass, donc tu commences à arriver à tes standards de l'an dernier. Donc oui, vous connaissez mon pessimisme de base, donc ou mon relativisme de base, donc je reste plutôt calme sur les performances de OKC. Je vais attendre les playoffs. Toujours est-il que honnêtement, peut-être que ce sera séquencé et que ce sera pas le cas, mais je pense que même sans Chet, OKC peut taper les 60 wins. Et je pense que si Chet avait été présent, c'est une équipe qui pouvait potentiellement viser le record, enfin le bilan qu'a pu avoir Boston l'an dernier, c'était 64, quelque chose comme ça, ou le bilan qu'avait eu Phoenix il y a 2 ans quand ils font 64 wins aussi. J'espère avec pas la même finalité en playoff, mais oui, en tout cas, OKC, de toute façon, s'est fait éliminer par la même équipe au même stade, à savoir Dallas en demi-finale de conf. Non, mais en tout cas, oui, je pense que OKC est quand même à un niveau où tu te dis, va quand même, enfin, plus on avance dans la saison, je vais être très honnête, plus je réduis le nombre d'équipes que je vois capables d'éliminer OKC sur une série en 7. Alors, ça peut s'effilocher sur le restant de la saison, mais t'as quand même l'impression d'avoir un espèce de moteur, un espèce de rouleau compresseur qui va être difficile à arrêter quand même. Alors, on avait une attente de continuité. On avait une attente par rapport au profil qui était arrivé dans l'été. Peut-être certains leaps qui étaient attendus aussi. On les a pour l'instant. Donc voilà, on croise les doigts évidemment pour le Thunder en fin de saison. Je propose de faire quelques mentions quand même. Alors évidemment, alors je ne sais pas de qui vous voulez parler, mais évidemment, Boston, tout va bien. On peut parler de Cleveland peut-être. C'est vrai Cleveland, on n'a pas beaucoup cité, mais qui fait un départ canon. Ou encore, moi je voulais juste rapidement citer Milwaukee, où ça va un petit peu mieux quand même, notamment puisqu'on retrouve, c'est plus individuel que collectif pour le coup, puisqu'on retrouve Giannis, puisque Lillard, bon, sauf hier, ça a été un peu plus compliqué, mais Lillard où ça va aussi un petit peu mieux. Bref, Milwaukee c'est moins pire. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas très positif, je me rends compte en le disant, mais j'avais quand même envie de le dire. Est-ce que vous avez une équipe dont vous voulez parler rapidement? Non, un petit SO aux Clippers, bon, on l'a déjà fait. Un petit SO aux Rockets, puisqu'on l'a déjà fait un petit peu. Et un petit SO quand même aux Knicks, on va être honnête. Moi, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de voir beaucoup de matchs des Knicks sur ce début de saison. Mais t'es dans une situation, la meilleure attaque, tout simplement. Mais t'es dans une situation, même en joueur positif, tu vois, on aurait pu mentionner Karl Anthony Towns et Jalen Brunson, où le duo fonctionne à merveille en attaque. Et on va dire, eux aussi sont en train de, petit à petit, de trouver leur rythme de croisière. Ils l'avaient déjà offensivement, mais défensivement, ils sont en train d'augmenter un petit peu le niveau. Greg, est-ce que tu as un nom Non, je pense qu'on a fait le tour, et puis j'ai fait 35 minutes de tunnel tout à l'heure, donc je vais pas rajouter une minute de plus pour citer des équipes, mais là, on a fait le tour. Il y a des équipes sur lesquelles il y a un petit peu de mieux récemment, les Hawks notamment, ça joue un petit peu mieux. Voilà, non, en vrai, je pense vraiment qu'on a fait le tour. Hein. Charlotte peut surprendre aussi quand la Melo Ball est présent, mais bon, c'est un match sur deux. Portland qu'on avait un petit peu cité. Portland aussi, ça va mieux aussi depuis quelques instants. Utah, c'est très bien. C'est très bien. Parce que, souvenez-vous, la preview, j'avais dit, je leur souhaite de faire une saison pourrie. Donc là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est très bien, Utah. Bravo. Il était temps. Bravo. Voilà, il est temps. Et merci Constant pour la transition parfaite, puisque évidemment, quand on a fini de citer, je suis allé un peu vite, on a fini de citer les noms des équipes positives, c'est qu'on passe plus aux déceptions, plus aux inquiétudes. Une nouvelle fois, c'est le pendant collectif de ce dont on parlait avec les joueurs un peu plus tôt. Donc, bien écoute, Constant, quelle équipe t'as voulu mettre en avant toi sur ce premier quart de saison? Moi, je veux parler des Kings. Je veux parler des Kings. Ah non, j'avais les Wolves et après on l'a switché. C'est toi, Greg, qui a les Kings. Bon, j'ai les Wolves et j'ai les Kings. J'ai oublié. Bon, voilà. Les Wolves et après vous faites une prise à 2 sur les Kings, y a pas de problème. Ouais, on fait une prise à 2 sur les Kings parce que les Kings, j'ai quand même une stat sur le différentiel à 3 points. On va commencer par les Kings. Vas-y, je sens que t'as envie. Commencez par les Kings. Ouais, non, mais juste je te laisse me lancer avec la stat parce que. Voilà, juste la stat que je voulais citer, c'est que Sacramento, en termes de 3 points pris, ils sont 24e. En termes de 3 points concédés, ils sont... Attendez, je vous retrouve la stat tout de suite. Ils sont... Mince,
J'ai perdu. Ah non, ils sont deuxième. Voilà, c'est la 24e équipe qui tente le plus de 3 points. C'est la deuxième équipe qui en concède le plus. Je salue très rapidement le Deuce and Mo Pod, qui est un podcast très bien que je vous conseille sur les Kings, qui dès la pré-saison avait souligné ce problème de ce différentiel à 3 points. Et Sacramento, je pense que c'est l'équipe la plus dysfonctionnelle entre son management et son coaching staff. C'est-à-dire que le GM, il a pris des joueurs, enfin, il a drafté Devin Carter. En gros, il prend des joueurs sur le backcourt là où Mike Brown, il veut de la taille. Donc, déjà, Keon Ellis, il n'arrive pas à le faire starter. Il fait jouer Jay Crowder, il fait jouer Trey Lyles. Ce qu'il veut, c'est de la taille. Alors que le front office se mise un petit peu plus sur le backcourt. Ils sont en train de galérer sur qui est le 5e titulaire. Vas-y, je te mets Kevin Huerter. Vas-y, je te mets Keon Ellis. Puis en fait, c'est Malik Monk. Enfin, les Kings, vraiment, on est sur un début de saison qui est assez catastrophique et le différentiel de 3 points est quand même assez... lui aussi catastrophique. Donc, je vais pas trop m'étendre dessus pour pas griller la parole à Greg. Mais pour moi, ouais, c'est l'équipe qui a le plus grand écart entre ce que veut faire le front office et la manière dont le coach utilise le roster. Ouais, mais en vrai, alors, t'as pas tout dit, mais en vrai, tu as cité des symptômes qui sont les plus caractérisants dans la NBA d'aujourd'hui et dans la saison qu'on est en train de vivre et avec ce qu'il faut aux équipes euh, pour gagner vraiment les matchs. Parce qu'en fait, les Kings, ça joue, les titulaires, les trois en tout cas principaux joueurs font des saisons correctes, mais ça ne clique pas pour gagner les matchs. C'est ça qui est terrible. Et il y a même des journalistes des Kings dont j'ai peut-être oublié le nom, qui se posent la question de savoir si DeMar DeRozan est un joueur qui est capable de gagner des matchs, d'avoir un apport positif sur la capacité d'une équipe à prendre la win. Mais ce qui est fou, c'est qu'en 2 ans, les Kings, c'est la dégringolade absolue. Tu as une équipe il y a 2 ans qui est dans le top 4 d'une conférence Ouest qui était déjà très forte. Et en fait, le problème, c'est que dans cette période de 2 ans, la conférence Ouest a considérablement amélioré son niveau général. Et les Kings, eux, se sont pas du tout armés pour lutter contre ce qui se passait de manière générale dans la conférence Ouest. Et du coup, aujourd'hui, c'est 14e au points per game, 13e à l'efficacité, 22e à la fréquence à 3 points, 23e à l'adresse à 3 points. Équipe vraiment, pour le coup, inepte et inapte à gagner des matchs avec, disons, le jeu qu'il génère en attaque. Et puis en défense, c'est vraiment pour le coup pas la folie non plus. Et le truc, c'est que tu peux avoir des choses intéressantes. Malik Monk est toujours aussi intéressant par rapport à l'an dernier. En plus, je pense qu'il gagne quelques minutes de temps de jeu par rapport à la saison précédente. Mais le nombre de circonvolutions qu'a fait Mike Brown, tu l'as dit Constant, pour mettre Malik Monk dans le 5 et essayer des choses, on est passé sur, je sais pas, je crois que depuis que Malik Monk est aux Kings, il y a 16 joueurs qui sont passés devant lui. Jay Crowder a mis 10 heures à être titularisé au sein des Kings. 10 heures. Il est signé et le lendemain, il est titulaire. Et Malik Monk est toujours remplaçant. C'est phénoménal. C'est un truc de fou. C'est phénoménal. Donc, il y a des grosses inquiétudes. Il y a évidemment les blessures, Huerter, Lyles, DeRozan. Il y a Keegan Murray, je l'ai cité tout à l'heure, qui est à 29% cette saison à 3 points, ce qui est quand même vertigineux parce que son rôle en attaque, c'est justement d'être adroit sur un shoot extérieur. C'est pas quelqu'un qui est particulièrement bon en drive, qui a une vélocité qui lui permet d'étirer les défenses de cette façon-là, etc. Ou de faire collapse des défenses intérieures. C'est un shooter qui amène du spacing parce qu'il est adroit à 3 points. 29% pour son adresse cette saison. Il y a un vrai problème structurel parce que finalement, il y a 2 saisons, on avait des shooters qui étaient organisés autour de Sabonis et Fox qui tournaient disons, autour de la raquette pour ensuite redistribuer avec des kick-outs. Sauf que là, le truc, c'est que maintenant, ils sont 3 dans la raquette. Donc, il n'y a plus que 2 shooters à 3 points. Et DeMar DeRozan prend la place à mi-distance qui servait pour les drives de Fox et les end-off ou disons le hub de Sabonis, quoi. Moi, j'ai vraiment des inquiétudes profondes sur les Kings. Je trouve qu'il y a un problème structurel qui effectivement vient de tout en haut, tu l'as dit Constant, et qui se voit même sur le terrain. Et j'ai l'impression qu'on enchaîne les mauvais choix, quoi. On enchaîne les mauvais choix du front office, on enchaîne les mauvais choix du côté de Mike Brown, et puis sur le terrain, en fait, les mecs, comment ils font pour jouer un basket potable dans la NBA actuelle, quoi. T'as presque l'impression que c'est plus possible. C'est plus possible. C'est assez amusant pour moi. Enfin, amusant. C'est peut-être pas le mot. C'est ironique. On va dire ça comme ça. Mais c'est
voilà, c'est cocasse parce que c'est le sujet et ça m'embête parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai que le sujet DeMar DeRozan est au centre de cette discussion qui était un peu la même du côté des Bulls les saisons précédentes. Et on voit, justement, on l'évoquait tout à l'heure, beaucoup plus de mouvements, ça va beaucoup mieux aux Bulls avec son absence. Le pire, c'est que si on va voir ce que fait DeMar DeRozan cette année, c'est que son pourcentage de tirs pris à mi-distance a explosé en arrivant au Kings. Il est passé de 61% de ses tirs à mi-distance à 77. C'est-à-dire qu'il ne fait pratiquement plus que ça, quoi. Finalement, il prend des tirs à mi-distance. Donc ça phagocyte tout ça et ça pose cette question. Je n'ai pas la réponse non plus, mais la question de style, de volume, un peu la question qu'on évoquait de manière différente, mais avec LeBron il faudrait qu'il prenne un peu moins de minutes, qu'il soit un peu plus, voilà, que le rôle évolue un petit peu. Dans un autre style, DeRozan, c'est un peu ça. C'est un gars qui est quand même très très fort. Les joueurs autour de lui n'arrêtent pas de vanter ses mérites. C'est rassurant de l'avoir quand tu l'as sur demi-terrain, tu lui files la gonfle, il va créer un tir. Il reste encore relativement efficace, même si bon, ça reste assez critiquable en prenant beaucoup de mi-distance. Mais il pose un problème stylistique et pour l'instant, l'équation qui posait déjà question au moment de sa signature du côté des Kings, on va pas se mentir, l'équation n'est pas. On se demande si elle n'est pas de plus en plus insoluble et notamment, moi, ce qui me fait peur, c'est ce que tu disais, Greg, en dernier point, mais je voulais du coup le ressouligner. C'est justement par rapport à Sabonis qui a aussi du coup du mal à se positionner. Et je refais le parallèle du coup avec Vucevic qui a retrouvé un peu ce rôle de hub du côté des Bulls, ce que faisait Sabonis aux Kings et qui perd avec l'arrivée de DeRozan. C'est compliqué. Je ne suis pas le coach, je ne suis pas le plus grand stratège, mais je ne sais pas comment il faut arranger tout ça, mais ça a l'air compliqué du côté des Kings. Mmh. Est-ce qu'on en rajoute ou est-ce que ça suffit, Constant, vu que tu les avais en filigrane, vu que tu as entamé dessus, ou tu veux attaquer tes Wolves? Ouais, non, on peut parler des Wolves. On peut parler des Wolves parce que là aussi, c'est une équipe pas qui a changé de direction, parce que on va dire que Sacramento, ils ont un peu changé de direction avec l'arrivée de DeMar DeRozan, mais il y a eu du retooling du côté de Minnesota. Bah, ça marche bien le retooling, hein. 12-10, voilà. Super. Bon, la défense là, elle commence à sérieusement se remettre en place là, notamment la win face à Golden State là. Où défensivement, ils commencent à remettre un peu dedans. Mais souvenez-vous, les Wolves, ils avaient attendu, je crois, la mi-janvier avant de perdre leur 10e match l'an dernier. Là, fin novembre, ils avaient déjà perdu 10 matchs. C'est super, hein. Anthony Edwards, il est au centre du projet. Bon, par contre, c'est devenu Stephen Curry à tenter 10-3 points par match. Il va plus du tout au cercle. Moi, il y a des stats. Enfin, franchement, les Wolves, c'est une équipe que je vois mal passer la trade deadline dans sa configuration actuelle parce qu'il y a trop de situations où ça marche pas. L'intégration de Dante DiVincenzo, ça marche pas parce que on n'est pas au Knicks, et il met plus un tir. Donc ça déjà c'est une première problématique. L'investissement, tu vois, on parlait un petit peu de pas de motivation, mais on parlait de grinta quand on évoquait LeBron James tout à l'heure. Bon, la grinta de Julius Randle, bon, bon, regarde, franchement, vous regardez les Wolves et vous regardez des possessions défensives et concentrez-vous juste sur Julius Randle. Surtout après des situations où c'est suite à une possession offensive où on lui donne pas la balle et où lui estime qu'on aurait dû lui donner la balle. Donc c'est quand même Vrai assez sujet à catastrophique. Minnesota, ça d'ailleurs. Voilà, vrai sujet à Minnesota. Il y a l'altercation avec Rudy Gobert là sur je sais plus quel match qui est absolument gagasse. Enfin, on est dans une situation. Mike Conley, on parlait du point des âges. Mike Conley, ça commence le moteur commence un petit peu à tousser, tout comme moi dans cet épisode. Moi, j'avais salué l'arrivée, enfin le trade pour Rodney Inga parce que ça amenait du sang frais à moindre coût sur le backcourt. Et ben en fait, il l'utilise pas du tout. Donc en fait, on est dans une situation où Nasrid, on se disait oui, mais avec le trade de Karl Anthony Towns, peut-être qu'il va prendre en volume. En fait, il garde le même volume que ce qui était le cas l'an dernier, donc t'as pas une réelle upgrade sur ça. Donc oui, je trouve que les Wolves, peut-être qu'ils vont raccrocher le wagon du haut de la conférence Ouest, pardon. Mais je trouve qu'on est dans une situation où, pour moi, t'as fait un vrai pas de côté par rapport à ce qu'était la saison passée. Et j'ai du mal à voir ce roster, j'ai du mal à voir quelle est la finalité et quels sont vraiment les objectifs clairs pour cette équipe à la fin de saison. Ça va être quoi? Accrocher les playoffs, peut-être potentiellement passer un tour, mais pour moi, tu as un vrai setback qui a été fait juste pour des questions financières. Quand bien même, tu as une saison d'Anthony Edwards où il fait pas un job énorme, mais il montre quand même certains progrès, même si au playmaking, c'est toujours assez discutable, on va dire, au niveau de ses choix. Ouais, comme tu le disais, c'est sur une question, hein, tu disais juste sur l'aspect financier, une question financière, hein, finalement, on l'avait dit pendant l'intersaison, mais je renvoie la balle comme ça. Greg, moi je suis un peu comme toi, on parlait tout à l'heure de l'absence de direction ou des questions de direction sur certaines équipes, notamment du côté de Chicago. Moi, la question se pose maintenant à Minnesota, c'est on fait quoi en l'état, on va vers où? Quel est le... Greg, est-ce que tu as une réponse à me donner? Ben, ce qui est triste, c'est presque qu'ils aient fait une trop bonne saison la saison dernière. Et c'est ça qui cause le vertige finalement. Parce que la saison dernière, peut-être j'ai l'impression que cette équipe a
surperformé, ou en tout cas qu'elle a aligné toutes les fenêtres, toutes les fenêtres, toutes les cases dans la bonne direction, et que ça a vraiment très bien fonctionné pour eux jusqu'à leur parcours en playoff. Mais cette saison, on se rend compte que le choix du front office de privilégier la question financière et de résoudre l'équation financière et se retrouver avec Julius Randle sportivement à gérer dans l'équipe pour Chris Finch, bah, finalement, ça pose des vrais problèmes structurels au projet aujourd'hui qui sont beaucoup plus profonds que juste la question de Julius Randle. Parce qu'il va te falloir retrouver un joueur comme Karl Anthony Towns pour, disons, réexploiter au mieux ton équipe telle qu'elle est composée aujourd'hui avec ses cadres, donc Rudy Gobert, Jaden McDaniels, Anthony Edwards et un meneur gestionnaire type Mike Conley ou Rod Dillingham si ça progresse et que ça peut être titulaire d'ici 1 ou 2 ans. Mais sans ça, si les Wolves continuent avec Julius Randle ou trouvent un autre joueur pour le remplacer, mais qui n'apporte pas ce que Karl Anthony Towns apportait, ça va être très difficile aux Wolves de répéter ce qu'ils avaient créé la saison précédente. Et on est un peu dans le cas de figure des Kings, finalement, qui avaient vécu il y a 2 ans une saison peut-être en légère surperformance, ou en tout cas en alignement parfait de toutes leurs capacités, et qui se sont retrouvés ensuite à devoir passer des steps, à s'ajuster pour rester compétitifs ou à rester financièrement stable, comme c'est le cas pour les Wolves, par exemple, qui finalement mettent en danger le projet lui-même, quoi. Heureusement, contrairement aux Kings, les Wolves ont une superstar qui est très jeune et qui a encore des paliers de progression. Donc tant mieux pour eux. Et ils ont aussi des assets qui peuvent éventuellement trader. Mais courage, hein. Courage à la fanbase des Bulls, parce que c'est clairement pas facile ce qui se passe là. Qui va vouloir de Julius Randle? Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas un timing terrible ces dernières années, les Wolves? Parce que tu parles juste de cette saison, mais en fait, le bon résultat, il découle d'une volonté d'avoir des bons résultats au moment où tu fais le trade pour Gobert. Et c'est ça qui est terrible, c'est que tu as ce trade pour Gobert où tu fais un all-in pratiquement, que ce soit financier en termes d'assets, à court terme, sur quelques années. Tu commences par sous-performer, tu commences à te dire, bon, on va commencer à avoir un plan on va restructurer d'une manière ou d'une autre. Ça se met à commencer à cliquer, ça crée un espoir, ça fonctionne bien, ça surperforme si on veut. Et là, tu arrives au moment où en fait, bon, bah non, il faut repartir de temps. Est-ce que tu n'es pas dans un contretemps permanent en fait, finalement, Wolves? Est-ce que tu as bien fait de garder Naz Reid à la place de Karl Anthony Towns? Financièrement, oui. Financièrement, oui. Financièrement, oui. Ce qui était le but. Mais est-ce que le but d'une équipe qui veut être championne, tu vois, c'est de faire des économies? Je sais pas, tu vois, la question. C'est ce qu'on a dit au moment du trade. C'est ce qu'on a dit au moment du trade. C'est la question du décalage entre la volonté du proprio et la volonté sportive. Et enfin bon, je suis désolé, mais les Wolves, ils auraient peut-être gardé Karl Anthony Towns si il y a 1 an, ils n'avaient pas filé 16% du cap à Jason McDaniels. Je suis désolé, hein. Jason McDaniels, c'est un super défenseur. Mais en attaque, il n'y a aucune progression. Et c'est pas un joueur qui vaut 16% du cap. Encore moins dans une équipe qui, au moment où il est prolongé, a 3 joueurs qui prennent minimum 25% du cap individuellement, et en cumulé, tu es à 70% du cap sur 3 joueurs. Donc oui, tu es dans des situations où tu payes aussi les mauvais choix que tu as pu faire au niveau de ta prolongation de certains rookies. Donc je pense que en fait, j'ai du mal à voir comment ils peuvent retomber sur leurs pattes, parce que juste Randle, je crois qu'il a une player option la saison prochaine. Potentiellement, il peut la prendre, mais même s'il la prend pas, s'il part libre, bah ok, tu vas gagner un petit peu de marge financière, surtout que il me semble qu'ils ont prolongé Rudy Gobert en plus, si je dis pas de bêtises, à moindre coût que ce qu'il touche actuellement, mais dans des situations où en fait, tu vas pas avoir une marge financière énorme, ou en tout cas, tu vas pas avoir une marge financière suffisamment élevée pour signer un free agent, par exemple, à la free agency, surtout que bon, Minnesota, c'est pas une terre de signature de free agent. Donc, j'ai du mal à voir encore une fois comment ils peuvent retomber sur leurs pattes, parce que la valeur de Julius Randle est au plus bas, et si jamais il part en free agency, ils vont juste sortir de la luxury tax, mais ils seront toujours au-dessus du salary cap de base, même avec la prolongation de Rudy Gobert. Donc, ouais, ok, t'as remis Ant au centre du projet, mais en fait, ton projet, il passe de contenders, ce qu'ils étaient l'an dernier, puisqu'ils font finale de conf, à wait and see, parce que de toute façon, comme t'as envoyé toutes tes pics de draft, ça va être difficile de récupérer de superstars via trade, hein. Oui, ce qui est presque, j'allais dire terrible, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, c'est que tu as du mal. Alors oui, ici et là, tu as quelques joueurs que tu veux pointer du doigt, mais là, le blame, comme disent les Ricains, il est totalement côté proprio et front office. C'est-à-dire que c'est eux qui ont mal estimé à chaque moment, ils payent les conséquences des moves précédents, là, ce qu'on disait du contretemps. Voilà, donc tu te retrouves un peu coincé. Je pense que ça doit être assez dur si tu es supporter des Wolves
actuellement dans cet état, au moment où en plus tu as Anthony Edwards qui donne cette envie. En plus, même la NBA doit être un peu frustrée. Hein. On rappelle cette volonté de marketer Anthony Edwards comme la transition. le nouveau Oh, la visage. transition. Ah, la transition, non, mais en plus c'est la transition teasing. Mais effectivement, vous l'avez compris, parce qu'on arrive à 1h48 et je veux pas faire ça à Ben. Effectivement, on a fait Pas 2 heures. voilà, exactement. On a fait un très très long 4 quarts. Vous l'avez compris, il manque mon équipe négative. L'idée, je vais vous la donner, comme ça fera un peu un teaser et ça nous obligera à faire ce podcast dans les prochaines semaines. Hein. Je ne vais pas vous dire que ce sera la semaine prochaine. Mais le sujet, un des sujets que je trouvais pertinent et qui a été beaucoup discuté sur ce début de saison ici et là autour de la NBA, je vous lance juste la stat, comme ça après j'ouvre le sujet et on en parlera en détail dans un autre podcast, c'est celle des baisses d'audience, des 28%, fameuses 28% de baisse d'audience au mois de novembre pour ESPN. Alors, il y a énormément de facteurs. Là, l'idée que j'avais en tête pour parler de ça, c'était pas simplement de parler de baisse d'audience et d'être dans dans ce tunnel de dire la NBA c'est plus que c'était beaucoup mieux avant, mais c'était parler de l'état de la ligue sur plein de choses, sur le produit marketing, sur ce qu'est le basket, sur nous aussi la manière dont on voit cette saison NBA, et il y a plus de choses, en tout cas moi a priori quand j'ai préparé les quelques notes que j'ai, plus de choses positives que négatives à dire, mais en tout cas peut-être des pistes d'exploration autour de tout ça. Mais on commençait à l'évoquer avec Greg en attendant Constant avant de commencer à enregistrer. On s'est dit, c'est vrai que c'est pratiquement un podcast entier. Je pensais qu'on pouvait en faire 15-20 minutes d'ouverture, histoire de donner envie. Non. Si on part là-dedans, on va partir sur la demi-heure. On va arriver à 2h20. Et on va avoir quelques soucis. On est déjà sur un podcast, je pense, assez long. On va pouvoir reparler de l'état de la ligue, des storylines, de tout un tas de sujets qu'on a commencé à évoquer là. On n'a pas passé beaucoup de temps, par exemple, sur Cleveland, qui fait un super début de saison. Ça peut être un sujet. L'avantage de Dunk Hebdo, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un podcast hebdomadaire. Là, au moins, vous avez eu, je l'espère, pour ce premier 4 quarts, vous en avez eu pour l'absence de la semaine dernière, puisqu'on avait pris une semaine de pause. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'ai fait un léger teasing. Voilà, c'était mon tunnel teasing pour terminer. Donc, c'est pas un tunnel, ça. Tu passes sous un pont, quoi, c'est tout. Voilà, on est passé sous un petit pont. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Allez, Constant, tu veux rajouter quelque chose? Évidemment. Moi, je veux juste dire 3 trucs, comme ça va faire. Ah oui, on peut faire les mentions de fin, c'est les mentions de fin. Non, mais ça va faire l'ouverture, en tout cas les axes sur lesquels il faudrait potentiellement se pencher pour expliquer un petit peu cette baisse de rating et l'état global de la NBA. Premièrement, à Noël, ni le premier de conférence Ouest, ni le premier de conférence Est ne joueront, que ce soit OKC ou Cleveland. Premier problème. Deuxième problème, quand t'as les 2 favoris de Vegas, que ce soit OKC ou Boston, quand ils s'affrontent, ils sont pas en antenne nationale. Deuxième problème. Troisième problème, la Ligue ne sait pas marketer ses jeunes talents. Elle continue de pousser sur les dernières années de Curry, de LeBron, de KD. Donc forcément, quand tu arrives sur la nouvelle génération que tu sais pas marketer, tu vas te retrouver avec un trou. Et du coup, quand tu as des affrontements entre ces jeunes joueurs de la nouvelle génération, ça fait moins d'audience parce que tu n'as pas su les mettre en avant et que tu essayes. Du coup, comme tu sais pas les mettre en avant, tu tires encore plus sur la corde de tes anciennes légendes, donc tu marketes encore moins les nouveaux talents. C'est le serpent qui se mord la queue ou c'est le cercle vicieux. Donc moi, ce que je dirais, les 2 problèmes, c'est que la Ligue ne sait pas mettre en avant ses nouveaux talents et surtout, la Ligue est trop focus sur les gros marchés, que ce soit sur les Lakers, sur les Sixers, sur ces équipes-là pour les matchs en antenne nationale et pas sur les résultats sportifs des joueurs, des équipes. Et ben voilà, si on les lance, on fait les teasers, je te rajoute. L'accessibilité des matchs, ça commence à en parler. Les networks locaux, notamment à Chicago, ça se passe pas très bien en ce moment. Le League Pass et son player, qui vous êtes au courant, je pense, si vous nous écoutez, vous utilisez le League Pass pour la plupart d'entre vous. C'est terrible, parfois. Le nombre de temps morts. Ouais, le nombre de temps morts, voilà, il y a les règles où il y a des choses à dire. Il y a presque un sujet à haut podcast sur l'arbitrage. La rationalisation du jeu, qui était l'autre grand sujet. Et là, celui-là, on va même pas ouvrir la parenthèse, mais il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Et comme tu le disais, effectivement, les storylines, ce début de saison en fait partie. C'est vrai qu'au niveau des storylines, ça se passe pas comme on aimerait, je pense, côté du département marketing de la NBA. Donc ça aide pas, notamment via comme tu disais, les retransmissions nationales. Vas-y Greg, tu veux en rajouter? Toi, tu aurais quelques-unes des pistes pour faire le teaser. Comme ça, on finit le teaser et après, je fais la conclusion. Non, en vrai, je pense que vous avez à peu près tout dit. Il y a le changement du jeu et le non-accompagnement des médias sur le changement du jeu aussi est assez terrible. On s'attend à une NBA qui est toujours aussi highlight que les années 90 et 2000. La NBA est différente. Elle est tout aussi belle à regarder, mais il faut apprendre à la regarder parce qu'elle est différente. Et du coup, c'est un peu comme des canons de beauté, ça évolue. Mais le problème, c'est que les yeux des gens n'ont pas évolué avec.
Et ça peut être frustrant, effectivement, pour des spectateurs qui sont là pour le divertissement, parce qu'on est sur un produit de divertissement. Ça peut être frustrant de ne pas retrouver ces classiques, etc. Si vous comparez les top 10, on le faisait avec Adrien avant de commencer le pod, mais vous comparez le top 10 il y a 20 ans et le top 10 d'aujourd'hui, les actions ne sont pas tout à fait de la même intensité. Sur le même registre. Voilà, c'est pas tout à fait le même registre, mais ça s'apprend. Voir du beau dans du divertissement, ça s'apprend. Et la NBA, pour l'instant, ne fait pas cet effort d'accompagner son audience dans l'appréciation de son produit, quoi. Ça, c'est vraiment très dommage. Voilà, on aura ouvert plein de petites billes comme ça, constant. Et en même temps, si t'avais potentiellement plus de Tim Legler sur ESPN au lieu d'avoir plus de Steven A. Smith et de Kendrick Perkins, tu ferais peut-être un meilleur job pour mettre en avant le jeu et pas juste les takes éclatés de merde. Voilà. Absolument. Audience court et long terme. Voilà, le sujet, vous le voyez bien, le sujet, on est parti en quelques minutes, on s'est dit on n'y va pas. Et finalement, on a commencé à lancer des billes, on a envie de dire plein de choses. Je finirai juste par dire, et attention aussi à notre bulle, à chacun, notre manière de regarder la NBA, la bulle qu'on a sur les réseaux sociaux, celle des médias basket qu'on consomme également, qui mettent en avant ceux qui veulent, comme tu dis, Constant. Il y en a certains qui sont plus sur le produit marketing, sur mettre des personnages. Il y en a d'autres qui sont très axés tactiques. Il y en a entre les deux. Quelque part, il doit y avoir Dunk Hebdo là-dedans. Voilà. Donc attention aussi à la bulle de chacun. Mais voilà, ça fera un plus gros sujet, un plus gros podcast. Ça méritera un plus gros podcast surtout. J'espère donc, je pense qu'on est bon, je peux arriver à la conclusion. J'espère donc que vous avez apprécié ce premier 4 quarts de cette saison qui justement a pu compenser notre absence de la semaine prochaine. Évidemment, on fera un nouveau point à mi-saison, le deuxième 4 quarts dans 20-25 matchs. Et puis bien sûr, on se retrouvera la semaine prochaine, comme toujours, de partout, Dunk Hebdo, sur YouTube, sur les plateformes de podcast, bien entendu, ça reste le principal. Si vous êtes, d'ailleurs, si on est dans votre Spotify Wrap, n'hésitez pas à partager, ça nous fait toujours plaisir. Je crois qu'on est dans le tien d'ailleurs, Greg. Et puis écoutez, vous êtes les bienvenus quoi qu'il arrive. Merci de nous avoir suivis pendant ces presque 2 heures de podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Greg, merci Constant et merci à vous. Salut. Ciao. Salut.